Prêt pour un nouvel épisode ? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et vous écoutez un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Mon compère de podcast Olivier de Scooter est toujours à mes côtés. Salut Olivier. Salut Armano. Et cette semaine, nous avons comme invité un athlète de haut niveau suisse, Mike Aigro, que nous avons déjà reçu dans le podcast de Nakan, mais que je suis très heureux de retrouver aujourd'hui sur ce podcast Devenir triathlète. Salut Mike. Salut. C'est sympa parce qu'aujourd'hui, on va avoir un petit peu d'accent sur le podcast entre moi, on sait pas trop, français, luxembourgeois, italien, Olivier de Belgique, toi en Suisse. On se dispatche un peu à l'est de la France là. Alors Mike, on a une tradition sur ce podcast, c'est que les premières minutes, elles sont vraiment pour notre invité. Donc dis-nous tout. Qui est Mike Aigro ? Que fais-tu dans la vie ? Quel âge as-tu ? Et puis comment est-ce que tu as découvert le sport ? Alors vous dire tout, ça va être un peu court, 5 minutes, mais non, en gros, je suis un ancien triathlète professionnel. Alors je me considère plus comme un athlète d'élite. J'ai arrêté ma carrière fin 2016 et j'ai fait plus de 20 ans à haut niveau, dont les 8 dernières années sur le circuit Ironman. Et voilà, donc ça a été le premier gros chapitre de ma vie qui s'est arrêté en 2016. Et puis aujourd'hui, j'ai 43 ans, je travaille dans l'événementiel sportif et puis je suis toujours plus que passionné de sport, de montagne, de nature et je fais plutôt du trail running. Donc là actuellement, en termes de performance, j'ai fait, je pense, plus de trail running en 2019 et puis cette année, j'ai fait 2 compétitions, un 100 km et un 100 miles. Et puis, voilà, j'ai toujours un peu mal aux jambes de mon 100 miles, mais c'était une belle aventure. Donc, voilà, plus sportif d'élite, mais toujours bien impliqué dans le sport d'endurance. Alors, c'était lesquelles tes 2 courses, le 100 km et le 100 miles ? Alors, le 100 miles, c'était un rêve qui date de ma carrière de triathlète. C'est la Diagonale des Fous. Donc, à La Réunion, c'est la grande traversée de l'île. Et voilà, j'ai toujours rêvé de faire cette course, donc maintenant je peux mettre ça, c'est fait. Et puis en préparation pour cette course, comme j'avais jamais couru une nuit complète dehors, j'ai fait une course en Suisse qui s'appelle le Bar-Latais. C'est une course à l'Étiva qui faisait 100 km mais très technique et on partait à 21h, donc le même horaire que La Réunion. Et moi, ça m'a permis d'apprendre à gérer une nuit d'effort, plus évidemment l'enchaînement de la journée d'après. Pourquoi tu dis que c'était une course que tu avais vraiment sur ta to-do list quand tu étais triathlète ? Parce que quand tu étais triathlète, tu te refusais de faire du long, voire du très long, parce que le Grand Raid de La Réunion, c'est même plus un 100 miles, c'est de l'ultra-trail au sens le plus noble du terme. Alors, il y avait plusieurs aspects qui jouaient. L'aspect numéro 1, c'est que c'était en octobre, donc en même temps qu'à Hawaï, qui était l'objectif de tous les triathlètes professionnels sur distance Ironman. Et puis du coup, j'étais souvent là-bas en préparation. C'est 2 îles volcaniques. Et puis quand je faisais de l'Ironman, on me disait souvent t'es fou de faire ça. Et moi je me disais toujours ouais, mais je crois qu'il y a une course là-bas où ils sont un peu plus fous. Et moi ça m'intriguait vraiment parce que évidemment j'essayais d'être performant sur 8 heures d'effort. Puis quand je voyais les temps qui passaient sur ce sentier, aussi au niveau de la topographie de la course qui est assez extrême, voilà, il y avait vraiment toujours un petit peu ce truc dans ma tête et je me demandais comment c'était possible de faire ça parce que moi j'avais déjà beaucoup de challenges pour affronter 9 heures d'effort. Et puis quand je me retrouvais à lire les récits de la Diag et puis je voyais qu'il passait 25-26 heures, je me disais waouh, là c'est vraiment des fous. Donc voilà, c'était un peu ça. Puis après évidemment quand t'es triathlète pro, tu peux pas te disperser et puis aller perdre de l'énergie ou prendre des risques sur des courses comme ça. Donc moi j'ai vraiment switché un peu sur le trail running naturellement habitant en Suisse dans les montagnes à la fin de ma carrière de triathlète. Bon, les montagnes suisses qui sont quand même un beau terrain de jeu pour tout trailer qui se respecte parce que vous avez du beau temps, vous avez du mauvais temps, vous avez la montagne, vous avez le dénivelé, vous avez les chemins techniques, vous avez le froid, la montagne, la neige, enfin tout ce qu'il faut quoi. Alors ouais, c'est clair que c'est un terrain de jeu qui est propice au trail running et à plein d'autres activités. Après moi je suis plutôt dans les préalpes fribourgeoises et vaudoises et le copain, un de mes copains qui m'a un peu initié au trail running m'a toujours dit si tu sais courir ici, tu peux aller courir n'importe où dans le monde. Mais alors s'il y a des Réunionnais qui nous écoutent, je peux dire que c'est pas parce que tu sais courir dans les préalpes suisses que tu sais courir à La Réunion. C'est encore un step en dessus et vraiment je crois
il y a aucune autre course au monde, et c'est aussi ça qui a créé la légende de cette compétition avec ce terrain-là. Et il y a un podcast de Dylan Bowman que vous pouvez aller écouter, qui est ultra trailer professionnel dans la team Red Bull, et j'ai eu la chance de partager des galères avec lui durant la course, et puis il a fait un podcast qui est assez cool à écouter. Et puis là, il y a quelques jours, il a sorti un film sur cette course où on voit un peu la technicité du parcours, la chaleur, l'extrême. Puis c'était marrant parce que évidemment, moi je connaissais pas du tout les athlètes. Alors, j'étais un peu fan de Dylan Bowman, puis l'histoire a fait qu'on s'est retrouvés ensemble. Mais pendant un bout de course, j'étais avec Antoine Guillon qui a gagné cette course 2 fois, je crois, puis qui a fait style top 10 15 fois, vraiment une légende là-bas. Puis il me disait, mais toi, en tant qu'ancien triathlète, à Hawaï, t'as l'habitude de la chaleur et tout. Puis moi, je lui disais, mais bon, à Hawaï, t'as un ravitaillement tous les miles, et puis là, t'as un ravitaillement toutes les 3 heures. Donc c'est pas vraiment la même, c'est une philosophie complètement différente. Puis après, aujourd'hui, il y a plein de gens qui m'ont dit, c'est quoi le plus dur, c'est Hawaï ou bien la Diag. Donc j'ai ma petite idée là-dessus, mais c'est vrai que c'est 2 mondes différents. Attends, parce que là, tu nous en as trop dit. T'as ta petite idée, il faut que t'ailles au bout. Alors, c'est quoi ton idée? Qu'est-ce qui est le plus dur? Bon, on est d'accord, un triathlète n'est pas un trailer n'est pas un triathlète. Quoique, au championnat de France de Belfort, je me suis vu parfois un peu trailer. Mais non, mais sérieusement, pour toi, qu'est-ce qui est le plus dur? Est-ce que c'est Hawaï? Est-ce que c'est la Diag? Ou est-ce que c'est l'UTMB? Parce que l'UTMB est quand même connu pour être le championnat du monde de trail. Malgré tout, c'est pas la Réunion. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, après, il faut comparer ce qui est comparable. Donc après, pour bien expliquer la situation, quand j'ai fait Hawaï, j'étais triathlète professionnel, c'était mon job. Il y avait de la pression, du sponsoring, la pression de résultats. Il y avait d'autres enjeux que la course que j'ai vécue à la Diag, où je suis parti, entre guillemets, pour essayer d'être finisher. Enfin, ils appellent ça survivant. Donc voilà. Mais si je compare vraiment l'effort physique, alors c'est beaucoup plus dur de faire un top 10 à Hawaï qu'un top 10 à la Diag. Ça c'est sûr et certain. La densité des athlètes, elle est beaucoup plus professionnalisée sur Ironman, et puis le niveau physique et mental qui est demandé sur l'Ironman d'Hawaï, c'est je pense un step en dessus. Par contre, physiquement, au niveau de l'intégrité physique, au niveau de un peu de la prise de risque aussi, des séquelles que tu as derrière une course, je pense que la Diag est beaucoup plus dure physiquement que Hawaï. Après l'UTMB, j'ai jamais fait, donc je vais pas tirer une théorie sur un truc que je connais pas. L'UTMB, je pense que on est sur un parcours qui est très roulant, c'est pas du tout technique, donc c'est beaucoup moins traumatisant pour l'organisme. Par contre, peut-être que la densité, du coup, elle sera un peu plus élevée qu'à la Diag, où là, vraiment, il y a une dizaine de gars qui jouent le top 5, on va dire, et puis après, on était, une vingtaine à jouer le top 10, peut-être un peu dans cette échelle-là, dit qu'à Hawaï, on était 50 au départ, il y en avait 5 qui jouaient la victoire et 45 qui jouaient le top 10, quoi. Et donc, du coup, c'était une course jusqu'à mort sans suivre. Et puis, quand t'explosais, c'était fini, quoi. Et dit que là, c'est vraiment, une gestion différente. Puis, moi, je l'ai vu avec mon expérience cette année. Je suis 6e jusqu'au kilomètre 110. J'explose. Puis après, je suis en galère pendant pratiquement 1 heure. Et, j'arrive encore à aller chercher une 12e place qui a pas tellement de valeur au niveau du classement pour moi, mais par contre c'est clair qu'à Hawaï, un passage à vide de 5 minutes, c'est fini, tu vas plus jamais viser un top 10, tu dois faire une course parfaite, quoi. Donc voilà, c'est un peu la différence. Mais après, moi j'avais jamais fait un truc aussi dur de ma vie, mais vraiment, quoi. J'ai passé dans des états où je pensais pas que j'étais capable d'aller autant mentalement que physiquement, quoi. Sur la Diag, tu veux dire? Oui, sur la Diag, ouais. Pire que à Hawaï, alors? Ouais. Hawaï, au fait, tu mets les gaz au fond au départ, direct, et puis tu t'exploses, quoi. Et alors le jour où t'exploses pas, tu vas chercher un bon classement, mais vraiment. Alors comme j'ai dit, t'as 5 gars, c'est la gagne, et puis les autres c'est le top 10, puis c'est le top 10 qui va changer ta vie de triathlète, ou je sais pas moi, ton palmarès, ton historique. Et donc du coup c'est vraiment ça. Sur 4 participations, j'ai mis chaque fois la manette au fond au départ, et puis il y a une fois où ça a passé. Après sur la Diag, c'était pas du tout cette intensité là, même si ça va vite, quoi. La première nuit de course, j'étais avec Pomeray qui a gagné l'UTMB aussi. C'est tous des gars c'est impressionnant. Moi, ils m'ont vraiment bluffé avec le niveau qu'ils ont. Mais t'es jamais en fait vraiment dans le dur comme sur l'Ironman. Par contre, les chocs dans les pieds, le travail excentrique dans les descentes. En plus là-bas, c'est les descentes. Il y a des chemins, tu tombes, t'es mort, quoi. On te retrouve en bas de la falaise. Donc du coup, t'as
cet aspect que j'avais jamais connu sur Ironman, un peu de peur, quoi, de trucs où tu te dis, mais là, clairement, ça peut mal tourner, quoi. Dis qu'à Hawaï, bon, bah, quand t'exploses, il y a un mec qui te récupère et puis il te ramène à l'hôtel, quoi. Donc, il y a vraiment un peu ces aspects qui sont différents, quoi. Ouais, c'est clair qu'à Hawaï, tu risques pas le single, tu risques pas la falaise. Au pire, tu rates un virage, mais bon, il y a quand même toujours un mec qui te ramasse, quoi. Ouais, puis rater un virage à Hawaï sur ton vélo, il faut vraiment pas être bon, alors, du coup, parce que. Ouais, c'est au moment du demi-tour, quoi. Demi-tour à vie, éventuellement, tu peux te prendre le cône, mais pire, c'est difficile, quoi. Bon, ça nous a fait une belle introduction, là, pour rentrer dans le vif du sujet. Par contre, revenons un petit peu sur tes débuts aussi dans le sport, parce que tu disais, voilà, t'as fait une belle carrière dans le triathlon. Ça a débuté comment, tout ça? Et on va revenir dans les détails sur Kona et sur La Réunion. Alors, je crois qu'on en avait parlé un peu la dernière fois. En gros, moi, je suis un jeune gamin de la montagne qui s'appelle Châteaudet. Je suis pas vraiment prédestiné à une carrière de triathlète et même à la limite de sportif de haut niveau. Mais voilà, je suis pas très appliqué à l'école, on va dire c'est comme ça. Donc du coup j'aime bien traîner dehors. Et puis je pense que assez rapidement, j'ai vu que j'avais des facultés génétiques et du plaisir à courir. Surtout au début, je faisais beaucoup de courses à pied. Donc en tant que junior, j'ai fait championnat du monde de cross, j'ai fait pas mal d'athlétisme. Alors l'athlétisme plutôt en hors stade, parce que voilà, à Châteaudet c'était pas assez plat pour faire un stade, c'était vraiment dans la montagne. Donc voilà, j'ai joué, j'ai fait ça. Puis après, petit à petit, je me suis bien rendu compte que l'athlétisme c'était un milieu qui était difficile pour en Suisse, parce que voilà, il n'y a pas vraiment de structure, pas de club, le haut niveau. Alors aujourd'hui, on a des athlètes de haut niveau comme des Julien Wanders qui courent au Kenya. Enfin, on en a aussi, mais il n'y avait pas tellement ce genre de leader quand j'étais jeune. Donc un jour, le hasard a fait que j'ai rencontré quelqu'un qui faisait du triathlon, puis je lui ai dit ça a l'air d'être un sport pas mal et tout. Et du coup, j'ai commencé un peu comme ça. Alors ne sachant pas nager, ça a été un peu une galère au début, parce que j'étais vraiment à 16 ans, moi je savais pas nager du tout. À l'école, j'étais pas invité au cours de natation, j'étais dans le groupe des non-nageurs. Donc voilà, j'ai eu un parcours, on va dire, qui a débuté un peu comme ça sur presque un malentendu, mais bon, finalement c'était un beau malentendu. Et puis après, t'avais quel âge? 16 ans. Ok. Ouais, donc du coup, voilà. Puis après, mes premiers triathlons, j'ai fait une conférence là il y a 10 jours à Bulle, ça s'appelle. Et puis ça, c'était mon premier triathlon. Puis je racontais justement aux jeunes qui étaient dans cette conférence que c'était 400 mètres de natation en piscine. Puis après, voilà, des distances de junior de l'époque. Et j'étais sorti, je crois, sur 400 mètres, j'avais pris 12 minutes de retard sur le meilleur triathlète de ce jour-là. Et j'avais quand même 400 mètres sur 12 minutes, c'est énorme quand même. Ça veut dire que les meilleurs sur 400, ils tournent en moins de 10 minutes. Donc, t'as presque triplé le temps du meilleur. C'était une catastrophe. Je nageais 25 mètres, je m'appuyais, je respirais. Enfin voilà, c'était comme ça. Mais après, c'est sûr que, alors je sais pas si c'était une chance ou pas, mais à l'époque, le triathlon, c'était pas comme maintenant où les jeunes triathlètes, c'est direct des vrais triathlètes. C'est plus des anciens nageurs ou des anciens coureurs qui se mettent au triathlon. Donc, moi, j'avais un peu cette chance d'être dans cette génération-là qui se cherchait un peu. Et puis après, bien sûr, je refaisais mon retard un peu en vélo, puis beaucoup en course à pied. Et assez rapidement, directement, j'ai gagné des courses en junior, mais vraiment en rattrapant, voilà, les minutes de retard après la natation. Puis quelque part, c'est motivant parce que je préférais presque être dans cette place-là, puis d'aller chercher, si possible, jusqu'à la gagne, que d'être le gars qui sort premier de la natation, et puis qu'après, il fait que de se faire dépasser. Je pense que quand t'es jeune, c'est plus motivant presque d'être dans ma situation. Puis après, voilà, je suis rentré dans les cadres régionaux, j'ai essayé d'apprendre à nager, ça a toujours été très difficile. Puis quand, en 2000, donc j'avais 22 ans, là, j'avais décidé de passer un palier, puis je suis descendu à Montpellier et j'ai intégré le pôle France à Montpellier. Donc c'était l'époque des Jeux Olympiques de Sydney. Et puis là, du coup, j'ai vraiment découvert ce que c'était le sport de haut niveau. Et là, j'ai commencé à nager avec l'équipe de France. Donc voilà, je prenais branlée sur branlée, mais... Attends, je veux faire une petite pause. T'as intégré le pôle France, mais t'es suisse. Alors, où t'es franco-suisse? Non, alors je suis suisse à 100%, mais à l'époque, la fédération avait réussi à faire un échange. Donc je pouvais aller m'entraîner avec les Français. Puis les Français, ils pouvaient venir s'entraîner en Suisse, mais ils sont jamais venus. Donc voilà. Mais non, mais c'était un échange. Puis je courais. En même temps, j'avais signé au club de Montpellier.
Montpellier. Donc, du coup, j'avais un appartement qui était payé par le club et puis moi j'avais intégré l'équipe de France. Puis c'était vraiment incroyable parce que c'était l'époque des Stéphane Poula, des Franck Bignet, enfin voilà, toute cette génération-là d'athlètes et moi j'ai vécu vraiment du bon temps. Alors j'avais fait qu'une année mais c'était vraiment incroyable. Puis après ça, quand je suis rentré en Suisse, là j'ai dit OK, maintenant si tu veux aller une fois dans ta vie à haut niveau triathlon, faut apprendre à nager. Et là après j'ai intégré un club de natation, que de natation. Puis là j'ai commencé à augmenter mes charges de travail en natation pour arriver à nager dans les années 2007. Je nageais 10 fois par semaine en faisant du triathlon, quoi. Donc là j'étais vraiment devenu pas un nageur, mais dans ma tête j'y allais, quoi. Et puis après évidemment le travail finit par payer. Et puis voilà, quoi. Après, j'ai réussi à m'en sortir plus ou moins en Coupe du Monde. Et après, où j'ai vraiment senti que ma natation, elle était solide pour la première fois de ma vie, c'est quand je suis parti sur Ironman. Parce que là, la natation était quand même moins rapide que sur les Coupes du Monde. Et du coup, il m'a suffi d'entretenir le niveau pendant la suite de ma carrière sur Ironman. C'est quoi qui a fait que t'as autant progressé en natation? Est-ce que c'est uniquement le volume ou bien est-ce que c'est, je sais pas, t'as eu des bons coachs, t'as eu des bons trucs, enfin comment t'as fait? Alors des bons coachs certainement. Après je sais pas s'il y a vraiment un bon coach, il y a plein de coachs. Et non, j'ai appris énormément de chaque personne qui m'a encadré. Mais même quand j'avais 16 ans que je savais pas nager, le gars qui m'emmenait à la piscine de Gstaad, c'était un petit village de montagne. Et il a fait tout ce qu'il pouvait pour m'apprendre, donc il m'a certainement déjà à ce moment-là appris des bonnes bases. Puis après, plus ma carrière a avancé, plus je me suis retrouvé avec des coachs de très haut niveau. Et à la fin de ma carrière, dans mon club de VV Natation, j'ai eu un coach russe qui était dans l'infrastructure de la Russie. Donc encore à la fin, j'ai encore appris, découvert, j'ai vu des méthodes d'entraînement qui étaient assez agressives, faut dire, mais tout ça, ça m'a permis de progresser. Puis je crois quand même, alors même si je suis pas quelqu'un qui a privilégié énormément le volume dans ma carrière, plutôt pour durer, parce que moi j'étais quelqu'un qui préférait vraiment m'entraîner le moins possible pour le maximum de performance possible, parce que je pouvais pas mentalement, je pouvais pas m'imposer des 35-40 heures par semaine, c'était trop dur pour moi. Donc du coup j'ai toujours privilégié cette qualité, mais à la fin à un moment donné, il faut y aller, quoi. Comme on dit, parler ne fait pas cuire le riz. Et puis, je crois que nager 10 fois par semaine pendant presque une année, ça m'a évidemment fait passer des paliers, quoi. Alors, on avait à ce micro Arthur Orso aussi qui nous disait qu'il y a une année où il nageait 35 km par semaine. Et pourtant, c'est pas là qu'il a le plus progressé. Donc effectivement, je rejoins la question d'Olivier. Est-ce que c'est uniquement le volume? Est-ce que c'est les gens qui t'ont encadré? Ou est-ce que c'est peut-être toi, mentalement, qui t'es dit non, là, faut que je fasse quelque chose, il faut que je me concentre un peu plus sur le mouvement, la technique? Ou est-ce que c'est un ensemble de tout ça, l'entraînement croisé? Quel est en fait le truc? Quel a été le déclic à ton avis? S'il y avait une science exacte de l'entraînement, ça se saurait. Et puis je pense que du coup, il y aurait que des bons entraîneurs. Mais non, c'est un mix de tout. Mais après, aujourd'hui, un athlète de haut niveau, alors je crois qu'il fait du Xterra, Arthur, si je me trompe pas. C'est lui ou Non, Arthur Orso, il est pro sur Ironman. Sur Ironman. Ok. Après, ça dépend aussi parce que quand je nageais 10 fois par semaine, c'était pour nager en Coupe du Monde. Donc après, en Ironman, j'ai nagé 4 fois par semaine, ça me suffisait. Mais tout ça pour dire. Il n'y a pas une méthode, une science exacte, ça c'est sûr et certain. Mais moi je me rappelle quand j'étais au club de natation, entre Noël et Nouvel An, je venais au centre sportif du Coq, au Luxembourg, c'est ça, c'est le Coq, non? Ah ouais, la Coq, yes. C'est dommage qu'on se connaissait pas à l'époque, j'aurais été nager avec toi avec plaisir. Alors là, en l'occurrence, je nageais pas avec plaisir parce que je me tapais des semaines à 120 bornes, quoi. Donc du coup, les 35 ou les 120, il y a une différence. Mais il fallait passer par là. Après, c'était ma façon de faire, c'était la façon de mes coachs aussi. En l'occurrence, la coach de nager ça, c'était un coach suisse, donc c'était pas forcément quelqu'un qui était pro volume par rapport aux Russes. Mais à un moment donné, on s'est dit, on essaye, on fait. C'est qu'en entraînement avec des gros volumes, on regarde comment les épaules elles tiennent le choc, et puis après, là-dessus, on pourra construire peut-être différemment. Et je pense que c'est toutes ces choses-là qui ont fait que j'ai réussi à nager à un bon niveau. Alors après, on est d'accord, j'avais pas le niveau qui était des meilleurs nageurs sur la Coupe du Monde, mais j'ai quand même gagné des open water de 10 km avec des vrais nageurs. Donc j'avais quand même réussi à atteindre un niveau que j'aurais pas pensé en tout cas au début de ma carrière, quoi. Attends, comment on fait pour nager 120 bornes par semaine? Parce que je me souviens que moi en 2000,
8, je suis allé en stage à Font-Romeu avec un copain. Il y avait l'équipe de France junior de natation qui nageait à ce moment-là. C'est vrai qu'après 6 jours, ils faisaient le compte dans le vestiaire, ils étaient à peu près à 120 bornes. Mais quand t'es pas nageur professionnel, comment tu fais pour nager 120 bornes par semaine? C'est quoi? C'est à base de 2-3 entraînements par jour? Ouais, alors les 2 séances elles y étaient, puis il y avait des fois peut-être on avait triplé, mais moi j'ai le souvenir de ça. Dans son sportif, tu peux aller de ta chambre jusqu'à la piscine sans prendre l'air. Donc en gros, en 10 jours au Luxembourg, je suis jamais sorti, quoi. J'ai vécu comme un nageur, à tirer mon filet dans les couloirs, et puis voilà, tu sors de l'eau, et puis tes bras c'est plus des bras, et tout ça. Donc là, voilà, on était dans les extrêmes, mais à la fin, même quand je nageais 10 fois par semaine, j'étais quand même toujours sur des volumes de 60-70 km par semaine en étant triathlète. Donc il faut envoyer ça. Et après, j'ai côtoyé aussi des nageurs professionnels longue distance. Et c'était encore un degré en dessus. Donc, il faut toujours un peu relativiser, parce que nous, si on est un peu trop triathlète, on peut peut-être rester bloqué sur des chiffres et des volumes, mais il faut savoir qu'il y a des cadres. Là, je sais pas si vous avez vu le reportage sur Max Schuder qui est au Kenya actuellement. Ce qu'il fait à pied, c'est monstrueux. Et moi, je trouve que c'est incroyable, parce que je suis sûr et certain que ce genre de stage, avec les athlètes avec qui il court, ça va lui faire passer des paliers. Mais si on dit pour un triathlète, il faut que tu ailles au Kenya pour courir, il y en a plein qui vont dire, non, mais ça sert à rien, tu vas te blesser XY. Mais non, c'est ça qui va te faire passer des paliers. Bon, après, c'est peut-être pas donné à tout le monde non plus, hein. De nager autant, de courir autant, je pense qu'il faut déjà de la caisse. Il faut peut-être aussi un peu de talent, et je pense que c'est clairement ce que tu avais aussi, surtout quand tu as commencé le sport. Pour revenir un petit peu justement sur tes débuts, tu nous disais que tu as commencé vraiment à 22 ans, quand tu courais en Coupe du Monde. Alors, ça veut dire quoi courir en Coupe du Monde quand on est triathlète professionnel? De quoi on vit? Est-ce qu'on vit bien? Alors, vivre bien, non. Mais on vit, oui, bien sûr. Après, il y a eu plein de passages dans ma carrière. Il y a eu vraiment des périodes, dans les années 2000, où je travaillais l'hiver dans un magasin de sport. Je faisais des petits jobs à droite à gauche. Quand on est en Coupe du Monde, en tout cas en Suisse, ce qui est difficile, c'est qu'on court pour l'équipe nationale. Donc on a très peu d'options de visibilité. Alors côté en Coupe du Monde, c'est soit t'es vraiment la star, et là tu gagnes ta vie avec tes sponsors tête, avec une marque de montre, avec tes chaussures, etc. Mais ça, il y en a très peu. Puis même aujourd'hui, même si j'ai un peu moins de contact avec tous ces athlètes, je pense que s'il y a 10 athlètes sur la Coupe du Monde qui vivent vraiment bien, c'est beaucoup. Même si on va chercher les 15, 20e, ils sont en galère. Je pense pas qu'ils tirent un salaire. Ils arrivent peut-être à couvrir leurs charges, mais je pense pas qu'ils gagnent un salaire du triathlon. Alors voilà, il y a eu toutes ces années où j'étais un peu galérien du sport, mais ça reste une expérience fantastique. Et après, quand je suis parti sur l'Ironman en 2008, voilà, j'ai quitté la structure nationale, et du coup, bien sûr que là, j'avais beaucoup plus de visibilité à vendre. J'avais aussi une autre histoire à vendre en conférence dans les entreprises, ça passait beaucoup mieux. Et puis petit à petit, moi j'ai aussi fait les résultats, et là, tu gagnes ta vie. Et moi, j'ai vraiment eu 2 années où j'ai tiré un salaire de ma profession, on va dire dignement. C'était mes 2 années après mon top 10 à Hawaï. C'est les contrats, c'est souvent 2 ans en 2 ans. Donc oui, moi j'ai été privilégié, j'ai pu faire ça plus ou moins à ma guise, et j'ai toujours eu la chance d'avoir des gens qui m'ont accompagné là-dedans. Donc oui, j'en ai vécu. Après, ensuite c'était quelqu'un de privilégié. Et comment t'en fais? Enfin, comment tu faisais quand t'en chiais quand même un petit peu, et pourtant tu te tapais 120 bornes par semaine de nat? Enfin, mentalement, comment tu fais pour tenir le coup, tu vois? C'était quoi la carotte pour toi? Ou le bâton, je sais pas, mais le bâton, c'était quoi qui fait que... Ok. C'était à chaque virage, quoi. Tu repars. Puis sur 120 bornes, il y en a des virages. Ouais, il est grand le bassin au Luxembourg, ça. Ouais. Non, mais la carotte, il y en avait pas vraiment. C'était de dire, voilà, je veux aller au bout de mes limites, je veux pas avoir de regrets, je vais essayer, je fais confiance aux gens qui m'encadrent. J'ai aussi fait des expériences avec l'entraînement en hypoxie, en altitude, dans une tente. Enfin, j'ai tout essayé ces trucs, puis c'est toujours dur. Mais toutes les personnes qui m'ont encadré, ils ont toujours donné le meilleur d'eux-mêmes et de leurs connaissances et de leurs compétences pour essayer de me faire aller vite, ou en tout cas aux limites de mes capacités. Et ça c'était mon challenge. Après, les athlètes professionnels ou de haut niveau, je pense qu'on a tous un peu une tronche de con, on a tous envie d'aller un peu au bout du truc, et si on n'est pas dans cet état d'esprit-là,
c'est sûr et certain que tu n'y arrives pas. Même si tu es le gars le plus talentueux du monde, bon, à un moment donné, tu vas plutôt prendre la solution de facilité qui n'est de pas faire du sport de haut niveau, quoi. En tout cas, dans les sports d'endurance. Après, les sports d'équipe, c'est un peu différent, mais... Et donc tu nous dis que tu nous as dit que vers c'est fin des années de 2000, début des années 2010, tu commences à lâcher les courses en Coupe du Monde pour te destiner à une carrière de pro dans la distance Ironman. Ça a quand même pas trop mal commencé avec toi en 2009 quand tu fais deuxième à l'Ironman Canada, donc la carrière était quand même bien lancée là. Qu'est-ce qui finalement t'a fait décider de passer du circuit Coupe du Monde au circuit Ironman? Est-ce que c'est le fait que l'âge arrivant, tu te destinais plutôt à l'endurance ou c'était vraiment un choix en général, on dit que tout triathlète qui se respecte rêve un jour d'aller à Hawaï et pour aller à Hawaï, il faut monter sur du plus long? Alors, l'histoire de ma transition, elle est en 2008. Donc, dans les années 2004, voilà, je rate les jeux pas photo, puis du coup, je vise 2008. Et là, en équipe suisse, on est 5 athlètes pour 3 places. Et c'est cette période-là où j'ai commencé vraiment à nager, parce que moi, en Coupe du Monde, j'étais capable d'aller chercher un top 10, mais ma natation, elle était quand même un peu fébrile. Donc, j'étais pas une valeur sûre, on va dire, pour le top 10. Contrairement à d'autres athlètes en équipe suisse qui avaient une natation un peu plus solide. Par contre, sur une course à pied, je pouvais faire un exploit, mais voilà, c'était toujours la même chose. Il fallait de la régularité pour remplir les critères de sélection. Donc, du coup, je bosse vraiment comme un malade pour essayer de stabiliser mon niveau, en Coupe du Monde pour viser les Jeux de 2008. Et bon, voilà, là, on passe des hivers en Australie. Enfin, il y a tout qui tourne autour de ça. Et quand j'arrive en 2007, j'entends, après les championnats d'Europe, un peu dans les couloirs que voilà, la 3e place, elle allait plus ou moins être décernée à un athlète, politiquement. Alors moi, je visais la 3e place, je visais ni la première qui était pour Sven Riederer, ni la 2e qui était Olivier Marceau à l'époque, mais la 3e place, on était 3, et puis voilà, tout était discutable. Donc du coup, moi j'entends ça, donc avec mon caractère à la con, j'ai envie de tout chier, et je dis j'arrête le triathlon. Et puis c'est vrai que en 2007, j'avais vraiment commencé à chercher un peu du boulot, j'en avais vraiment un peu marre, et j'avais plus trop envie. Mais les opportunités font que j'étais dans un club à Sartrouville, je gagnais quand même ma vie avec le triathlon, c'était quand même un bon lifestyle. Ouais, Sartrouville, c'était un beau club, surtout dans ces années-là. Francky, Fred, c'était sympa. Ah ouais, bah moi alors à Sartrouville, j'ai plein d'anecdotes, mais oui, on était, il y avait Yann Frodeno, il y avait, moi je me rappelle la première course au club de Jonathan Brownlee qui est arrivé, c'était un gamin, il était de son côté, il buvait son thé là, puis nous on était un peu les gars, bon, qu'est-ce qu'il va nous faire? Puis bon, il avait claqué la course, donc c'était assez clair, quoi. Mais enfin bon, voilà, et 2008, je me dis bon, je fais encore une année de triathlon parce que j'aime ça et puis que je peux vivre de ça, donc je le fais. Et puis je me dis il faudrait presque que je tente en Ironman, mais pour ça il fallait s'entraîner. Et puis moi j'étais plutôt à la fin d'un cycle où j'avais beaucoup investi et puis que j'étais plutôt un peu fatigué de l'entraînement, donc j'avais plutôt envie de profiter un peu. Et puis à ce moment-là, mon coach que j'avais comme junior, Marc, je le recroise et puis il me dit mais il faudrait que tu essaies un Ironman, tout ça. Et je dis ouais, mais si je dois m'entraîner. Et puis il me dit ouais, écoute, avec le volume que tu as fait, normalement, un Ironman, ça devrait passer. Et puis lui, il avait l'expérience en tant qu'athlète d'avoir fait Hawaï. Et du coup, comme il me connaissait quand j'étais junior, il m'a dit, si tu veux, je te donne un petit coup de main pour faire un peu plus de spécifique pour l'Ironman. Donc en 2008, je fais une saison vraiment, je cours les Grands Prix, je cours les Swiss Cup, et puis je vais à l'Ironman de Nice, quoi. Et je me dis, l'Ironman, ça passe ou ça passe pas, quoi. Mais je vais pas aller chercher ce qui me permet de vivre que pour faire de l'Ironman, c'est trop risqué. Puis du coup, je fais cet Ironman de Nice. C'était une journée hyper forte en émotion. Vraiment, c'était un déclic, quoi. Vraiment, j'ai vécu une journée extraordinaire. Et alors pas en termes de performance, mais en termes d'expérience humaine et de partage avec les gens qui étaient là-bas. Et du coup, à la suite de ça, je dis je me lance dans un projet et là je remonte un projet de 2 ans sur Ironman avec Hawaï et du coup il y a toute une structure qui se met en place autour de moi. On trouve des sponsors, on monte une espèce de team privé et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis là après du coup j'ai vraiment plus jamais été courir dans les grands prix comme ça. Donc vraiment ça a été un switch un peu comme ça. Mais c'était pas
Ouais, c'était un concours de circonstances, quoi. Je pense que ça aurait très bien pu faire Nice et plus jamais faire un Ironman derrière. Alors, j'ai deux questions pour toi. La première, tu nous as dit que tu avais plein d'anecdotes. C'était comment Sartrouville? Parce que je m'explique. On sait que, alors peut-être un peu moins maintenant, mais en tout cas dans ces années-là, 2000-2010, les meilleurs mondiaux couraient dans le circuit français, dans le Grand Prix. Mais courir dans le Grand Prix, ça veut pas dire être tous les week-ends en France, parce que des courses de Grand Prix, il y en a peut-être une dizaine dans l'année qui sont étalées entre avril et octobre. Donc en gros, les gars vivent chez eux et puis ils viennent quelques jours avant pour les courses. Mais est-ce que à Sartrouville, c'était vraiment, enfin je sais pas, les meilleurs moments du triathlon, vous étiez tous tout le temps les uns sur les autres, les uns avec les autres. C'était un peu une fratrie du triathlon ou c'était un peu chacun pour soi? Alors les uns sur les autres, je rassure tout le monde, moi pas, peut-être d'autres, mais c'est pas mon problème. En tout cas tout à l'heure, bien entendu. Non. En fait, l'histoire c'est qu'en 2006 ou 2007, ouais, peut-être 2006, moi je suis à Poissy. Je cours à Poissy une année, ça se passe pas bien parce que voilà, à l'époque la structure de Poissy était beaucoup trop rigide pour moi. Moi j'étais quand même quelqu'un un peu à partir dans tous les sens, mais voilà, c'était Poissy, Sartrouville, c'était les deux clubs qui se fightaient la gueule. Et puis du coup en fin d'année, j'avais fait le triathlon longue distance de Nice, qui était à l'époque une bonne référence quand même. C'était pas une distance Ironman, et là je fais 2 avec le maillot de Poissy, mais je savais que j'étais viré de Poissy pas en très bon terme. Et aujourd'hui j'en rigole, mais à l'époque j'en rigolais pas trop. Et là je logeais chez Sylvain Daudet, qui était à Poissy aussi, et puis il me dit ah mais viens, on va aller faire monter la sauce, puis on va aller voir le mec de Sartrouville. Puis du coup c'est sûr que quand il y a un gars de Poissy, ça arrivait jamais qu'un mec de Poissy veuille se barrer de Poissy, parce que c'était quand même un peu l'honneur de courir là-bas. Et puis moi, quand j'étais voir les gars de Sartrouville, puis j'ai dit voilà, moi l'année prochaine, je vais pas rester à Poissy pour X raisons. Du coup, je suis rentré à Sartrouville comme ça. Et puis c'est vrai que c'était 2 clubs complètement différents, et moi je me suis bien mieux senti exprimé chez Sartrouville, parce que on était un club, alors je dirais pas de mercenaires, mais on était des gars, mais il y avait Gomez, il y avait un carré de base avec Cédric Fleurton, puis autour on construisait un peu, mais il y avait Chris Gamel, on était une équipe de malades, quoi. Et quand on était les 5 de base alignés, c'était extraordinaire. Puis nous, on arrivait, c'était très simple. On allait une fois au début de l'année, parce que moi, je crois que j'ai fait 3 ou 4 saisons chez eux. On faisait une photo avec le maire, tout le monde était content. Puis après, on se donnait rendez-vous à l'hôtel la veille du Grand Prix. Et du coup, c'était parfait, parce que nous, on n'avait pratiquement pas d'obligation le reste de l'année. Pas besoin d'avoir des logos ou quoi que ce soit sur les maillots, et on arrivait, on prenait notre tenue, on faisait la course, et puis après chacun avait son système de défraiement ou de paiement, et puis chacun s'y retrouvait, quoi. Donc pour moi c'était fantastique. J'ai vécu des grands prix où le soir avant la course, la semaine d'avant t'étais à Moule là-bas en Coupe du Monde à courir contre Gomez ou Yann ou que ça, et puis du coup tu te retrouvais à table, puis là tu discutais, bon les gars, demain comment on fait pour pas se faire exploser par le train des nageurs de Beauvais, et puis les gars de Poissy on les tape comment à pied, puis on se marrait bien, et puis c'était vraiment cool. Puis les dirigeants, ils avaient Denis, et ils faisaient ça de façon très bien, parce qu'ils nous laissaient vivre, et puis nous on était super contents et fiers d'essayer de battre les autres. Ouais, c'est vrai que Sartrouville, Poissy, Beauvais, c'était la belle époque. Il y a de sacrés triathlètes français qui sont sortis de ces écoles de triathlon là. Et je te disais, j'avais 2 questions. Ma deuxième question, c'est que quand tu nous racontes ton switch vers l'Ironman, on a l'impression que c'était facile. Tu dis, on a monté une team un peu privée autour de moi, et puis voilà, on est parti. Et puis je me suis lancé dans mon Ironman, et puis j'ai été faire 2 au Canada. C'est vraiment si facile que ça? Comment on monte une team quand on veut switcher d'un parcours Coupe du Monde à un parcours Ironman et devenir triathlète professionnel sur le circuit Ironman? Alors facile, c'est jamais facile, parce qu'il faut quand même avoir la chance d'avoir les bonnes personnes autour de soi. Et moi, ça c'était vraiment la chance, mais comme je l'ai dit, toute ma carrière et encore aujourd'hui, j'ai le privilège de toujours avoir des gens sur ma route qui sont extraordinaires, et puis qu'on envie de m'aider, et ça devient par la suite des amis. Incroyable. Pour lever du sponsoring, il faut faire quand même des résultats, et comme tu as dit, moi première année au Canada, je fais 2, je me qualifie pour Hawaï, donc les résultats ils sont là, et puis du coup avec ces résultats là, ça met de l'intérêt, et il y a des sponsors, et l'Ironman c'est quand même assez, je dirais, c'est pas facile de trouver du sponsoring, mais c'est beaucoup plus facile qu'en Coupe du Monde quand t'es pas le meilleur du monde, quoi.
il y a plus de place en tout cas pour écrire une histoire en Ironman qu'en Coupe du Monde. Donc 2008 Ironman de Nice, tu nous as dit qu'en termes de perf c'était pas tout à fait ça, mais par contre en termes d'expérience c'était juste grandiose. 2009 tu fais 2 au Canada, tu te qualifies pour Hawaï, du coup c'est Hawaï 2009 ou Hawaï 2010? Alors c'est Hawaï 2009 et je reste aux États-Unis. Je suis complètement cramé. C'est 6 semaines après, la première fois que je vais à Hawaï Ah oui, c'est Canada et 6 semaines après Hawaï. Ouais, c'était. C'est un truc de malade. Ouais, c'était complètement fou. Mais j'avais raté ma course pour me qualifier en juillet à Zurich et du coup on avait dit bon, on essaie d'aller au Canada et au Canada je me retrouve avec mon pote Grégo qui est mon meilleur pote maintenant, mais je l'ai rencontré à l'Ironman du Canada en 2009. Et lui, il se qualifie en edge grouper. Et du coup, on dit, bon, on reste aux États-Unis, ça sert à rien de rentrer en Europe. Donc, on part en Arizona, à Tucson, s'entraîner. On se carbonise encore plus la gueule. Parce que, entre la chaleur, voilà, la volonté de faire bien. Donc, mon premier Hawaï, j'arrive complètement cramé. Et, je vis aussi une belle journée. Parce que, voilà, il y avait toutes ces images qui devenaient vraies. Après, j'ai aussi vu le niveau des mecs qui étaient devant. Et cette année-là, je sais pas qui c'est qui gagne, c'est peut-être Norman Staller, enfin je sais pas qui c'est qui gagne, mais c'était les gars en vélo, c'est clair, t'arrives à la Coupe du Monde. Alors j'avais fait quand même du coup 2 Ironman, mais j'avais jamais affronté les meilleurs du monde sur un parcours pour les meilleurs du monde, parce que Nice c'était un parcours qui me convenait par rapport au profil. Le Canada c'était solide, mais il y avait pas le niveau d'Hawaï. Donc Hawaï, vraiment première année, je prends cher, mais comme j'avais un projet sur 2 ans, je m'étais dit c'est l'expérience, puis je vais revenir en 2010 avec l'expérience et du coup en sachant ce qui m'attend et en m'entraînant en conséquence. Attends, quand tu dis t'avais un projet sur 2 ans, c'est-à-dire tu t'es dit je me mets 2 ans pour faire une belle place à Hawaï, ou c'était quoi ton objectif? Ouais, alors quand je monte des projets, encore aujourd'hui quand j'en monte, je propose toujours des projets sur 2 ans parce que pour moi 2 ans c'est un peu ce que je suis capable de me projeter. Plus loin c'est difficile, et là quand je suis parti faire Nice en 2008 puis que derrière je me dis ok, je suis motivé et puis ça me parle, j'ai dit 2 ans je peux me projeter. Comme j'ai dit en 2007 j'avais plutôt envie d'arrêter, donc je vais pas partir en me disant je vais faire 10 ans d'Ironman. Je me suis dit 2 ans je remets les œillères et je vais faire mon top 10 Hawaï et puis voilà. Donc avec la même. Puis s'il faut, je claque tout et je me trouve un taf et je change de vie. Ouais. Mais quand tu dis que tu montes un projet sur 2 ans, c'est-à-dire tu montes un projet pour toi sur 2 ans avec un objectif à 2 ans, ou tu montes un projet avec ta team et tu vends ça à tes sponsors en leur disant 2010 j'irai à Hawaï et mon objectif c'est claquer un top 10. Ouais, c'est comme ça. Donc moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Après c'est pas la vérité vraie, mais je dis j'ai un coach, on a 2 ans, on se fixe un objectif, c'est le top 10. J'ai un partenaire vélo, c'est le top 10. Et puis voilà, je monte toute cette structure là, et que ça permet aussi d'avoir un objectif concret dans le calendrier, et puis aussi après de prendre du recul puis d'être réaliste avec ce qui s'est passé, parce que si tu fais 2 ans d'Ironman puis que tu t'es pris deux branlées, c'est en l'occurrence ce qui m'est arrivé, mais à un moment donné tu peux aussi te dire je suis pas fait pour ça, donc je vais pas emmener dans mes délires du monde sachant pertinemment que j'y arriverai pas. Donc moi qui est devenu mon manager en Ironman, Ludovic, la première fois que je l'ai vu, je lui ai posé un dossier, je lui ai dit moi je veux faire victoire sur Ironman, top 10 Hawaï et sous 8 heures. Et le gars il m'a dit mais mec t'as jamais fait un Ironman de ta vie et tu me parles de ça quoi. Puis j'ai dit c'est le truc qui me motive, et moi je vais avoir du soutien pour ça, et il me faut 2 ans pour aller chercher ça. Et puis du coup au bout de 2 ans j'en avais fait aucun des 3, mais par contre je sentais qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Donc après derrière cette structure là on est reparti pour 2 ans quoi, avec d'autres sponsors, on a changé ce qu'elle allait pas. Après 2 ans j'ai arrêté de travailler avec mon coach, j'ai bossé tout seul et voilà quoi. Donc c'était vraiment un peu ces structures avec une deadline pour être motivé quoi. Tu dis t'as bossé tout seul, c'est-à-dire t'avais plus de coach après? Alors en 2011 je suis en self-coaching, c'est moi qui me coachais moi-même. C'était une belle expérience. Et puis c'est cette année-là que je fais 6 à Hawaï. Alors c'est pas grâce à mon auto-coaching, c'est grâce à tous les gens qui m'ont entraîné depuis que j'avais 16 ans. C'est vraiment. Mais voilà, en l'occurrence, c'est l'histoire, elle est incroyable parce que je suis au mois de juillet à Davos avec tout ce qui se fait de mieux de triathlon, et avec Kinley, McCormack, Ronnie, avec toute une équipe. Il y avait aussi l'équipe suisse court distance qui s'entraînait là.
Et puis il y avait un coach qui s'appelle Fabio Vedana, que je connaissais de l'époque Coupe du Monde parce que c'était le coach des Italiens. Puis moi je traînais souvent avec les Italiens et je le vois et puis il me dit mec comment ça va et tout. Puis je lui dis c'est nickel. Enfin voilà, je me fais une petite année tranquille. Puis là on boit une ou deux bières. Puis je lui dis parce que là il me dit mais c'est qui te coach. Puis je dis je me débrouille tout seul. Mais je lui dis c'est quand même un peu dur parce que moi je suis quand même pas le mec voilà qui bosse le plus. Puis c'est vrai que sur Ironman j'ai l'impression quand même que les 2 premières années que j'ai fait il manquait un peu de volume, il manquait un peu de peut-être de prise de risque sur les entraînements et tout. Puis là on est au mois de juillet et puis j'adore en fait comme il me parle, j'aime le personnage, j'aime ce côté italien, j'aime ses compétences et tout. Puis du coup en rentrant de Davos 10 jours après, je lui dis écoute Fabio, c'est d'accord, l'année prochaine j'essaye avec toi quoi. Je fais encore une année et puis j'essaye. Et puis du coup je lui redis mon but c'est quand même toujours d'aller faire ce top 10, de gagner un Ironman puis d'être sous 8 heures quoi. Et du coup il me dit ok pas de problème. Puis là moi je lui ai envoyé un peu des données, je descends, il était basé à Milan, donc c'est pas très loin de chez moi, je descends faire des tests physiologiques chez lui et tout, puis il me dit non, je pense qu'il y a quelque chose à faire, il faut changer un peu 2-3 trucs. Puis du coup je dis je finis ma saison comme je l'ai commencé en me débrouillant, et puis je fais 6 à Hawaï, donc j'ai envoyé un message après la course, puis j'ai dit il y en a déjà un des objectifs qui est fait, maintenant il n'y en a plus que 2 à aller chercher quoi. Et puis voilà, puis après j'ai fait j'ai fait toute la fin de ma carrière avec lui, alors plus on va dire en relation amicale avec des échanges que vraiment du coaching pur. J'ai fait que 2012 avec lui vraiment hyper structuré quoi. Et attends, quand tu t'auto-coaches, comment ça se passe au bord du bassin? Tu sors pour te gueuler dessus ou? Alors la natation, j'ai toujours nagé dans un club. Parce que j'ai jamais aimé nager, pour être très clair. Et puis j'ai toujours aimé aller nager avec. Dixit, le mec qui faisait 120 km par semaine. Quoi. Mais non, mais la natation, je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui aime ça quoi. Surtout les triathlètes parce que un nageur il connaît pas ce qui est en dehors des catels. Mais quand tu sais quand même le côté plutôt ludique du vélo et puis de la course à pied, c'est quand même dur de nager. Mais j'adorais mon club, j'avais des super sparring partenaires alors qu'ils étaient souvent des gamins qui me mettaient la misère, mais c'était vraiment cool. Et puis voilà, c'était mon club de cœur. J'ai eu qu'un club dans ma vie où j'étais attaché, c'est le Vevey Natation, et j'ai fait beaucoup d'années avec eux. Et j'aimais pas la natation, mais j'aimais aller nager avec eux. Bon, tout à l'heure, tu disais Catel. On le rappelle, on a reçu une triathlète suisse il y a quelques semaines. Catel, c'est les carreaux. Donc voilà, tu disais qu'il y a peu de nageurs qui savent ce qu'il y a derrière les catels, donc derrière les carreaux, parce que nous, les triathlètes, on nage plutôt en eau libre aussi, en général. Donc tu nous dis 2011 tu t'auto-coaches, tu te requalifies pour Hawaï puisque tu fais 6 à Hawaï. Tu nous as dit que tu avais arrêté ta carrière en 2016, donc de 2011 à 2016 Hawaï toutes les années tu as réussi à te qualifier et tu y es allé, ou ça a été un petit peu plus compliqué? Non, ça a été compliqué, c'était vraiment compliqué. Hawaï, c'est 4 participations. Première année en 2009 je ramasse, je prends un carton pour pénalité, pour blocking, enfin je découvre un peu l'Ironman américain que... Attends, c'est quoi un carton pour pénalité pour blocking sur Ironman? Tu t'es mis au milieu de la route, t'as empêché un copain de passer? Ouais, alors à l'époque, je sais pas maintenant exactement parce que les règles je suis, mais ça change tout le temps. À l'époque, que tu faisais semblant que tu montrais la volonté de dépasser, t'avais vraiment 20 secondes pour venir te recaler devant, et à l'autre il devait freiner et laisser sa distance. Alors je sais que c'était remis cette règle. J'ai le souvenir de Yann Frodeno qui pète un câble avec je sais plus qui c'est qui se met devant lui ou comme ça. Et à l'époque c'était ça la règle. Et ce qui était un peu dur, c'est que quand tu voyais quelqu'un qui se décalait derrière toi, tu pouvais accélérer et du coup le mec en 20 secondes il te dépassait pas. Puis j'étais dans la montée d'avis et voilà, c'était mon premier Hawaï. Alors, je me rappelle plus quel était le ricain qui était devant moi. Le gars, il était bon au travers. Puis dans la montée, j'étais quand même toujours dans les bons rapports poids-puissance. Du coup, je veux le dépasser. Et puis au moment où j'arrive à sa hauteur, le mec il remet dedans, il réaccélère. Et du coup, je me relève en lui faisant certainement un doigt. Et du coup, je vais me remettre derrière. Et puis là, il y avait notre bon vieux Jimmy Riquitello qui est venu vers moi. Et puis il m'a dit, Mike, t'as pas dépassé? Je dis, oui, j'ai pas dépassé. Il a accéléré, quoi. Puis il m'a dit, tu devais le dépasser. Je dis, bon, je pouvais pas, j'étais à bloc. Puis du coup, je me suis pris une pénalité comme ça. Ouais, et du coup, quand tu dis que t'as pas réussi à faire ce que tu voulais sur Hawaï, c'était quoi? Tu finis au-delà du top 10, du top 20 la première année, alors je fais 3e femme, je crois. Je me rappelle de Chrissy Wellington qui me pose en vélo. Je me rappelle
de Miranda Cafrui qui me passe à pied, et je me rappelle d'une Espagnole qui s'est fait choper positif derrière, qui me dépasse à pied. Donc ouais, je fais quatrième femme, quoi. Donc en gros, chez les hommes, je sais plus combien ça fait, mais 40 et quelques, quoi, 45 peut-être. Ok, bon, du coup, ça, c'était ta première participation. La deuxième, c'était 2010, 2011 ouais. Alors 2010, j'arrive hyper motivé, hyper confiant. Je m'entraîne en Californie avec un bon groupe d'entraînement. Il y avait Chris McCormack, il y avait Ronnie. On était vraiment une bonne équipe. Et avec Dirk Buckle aussi en 2010 en Californie. Non, Dirk, il n'était pas dans le groupe là. Alors non, il était en Floride. Ouais, non, il était pas là, quoi. Bon, il y avait Faris aussi. Enfin bon, il y avait un peu toute une clique. Et là, je le dis toujours aujourd'hui, c'était l'année où j'étais le plus fort physiquement de ma vie. Donc 2010, j'étais vraiment, je pense, je sais pas si je peux dire comme ça, mais un peu à l'apogée de ma carrière physique, pas forcément mentale, mais physique. Et puis, je vais à Hawaï surconfiant. Et puis la course, elle s'est passée, natation devant, et puis après ça part en vélo, et il y a ce fameux train hawaïen, et puis là, ça roulait vraiment, vraiment fort. C'était une année, alors j'imagine que ça roule encore plus fort maintenant, mais c'était vraiment un vélo hyper dur. Puis la faute que je fais, parce que l'année d'avant, quand j'avais fait, j'étais jamais vraiment au contact de la tête de course. J'étais sorti devant en natation, mais j'avais été assez vite lâché, revenu. Enfin, ça avait été un peu un concours de circonstances où j'avais vraiment pas du tout senti cette tête de course. D'Iclave, je suis vraiment dans ces hoops avec le premier groupe. Puis, c'est horrible parce que quand le premier il est dans la descente, toi t'es dans la montée, donc tu montes à 550 watts, et puis quand t'es dans la descente, l'autre il est dans la montée, donc tu freines, et puis ça fait un peu ces hoops comme ça, puis à un moment donné, ça devient dur pour tout le monde, le mec de devant il pète, donc tu vas chercher, tu accélères, tu vas rechercher, puis à un moment donné, c'est moi qui ai serré, quoi. J'ai pas su lâcher avant d'être vraiment cramé. Et puis je rentre en travers, il faisait chaud, c'était vraiment une année, alors évidemment comme j'étais pas bien, encore plus dur. Et puis j'ai bâché après 15 bornes au marathon, assis sur le trottoir, puis dégoûté. Et puis là j'ai dit je reviens plus jamais à Hawaï, quoi. C'est bon, c'est pas fait pour moi. Et mon coach Marc, je lui dis non mais oublie, c'est les gars, ils ont des cuisses comme ça, c'est des machines sur leur vélo, j'y arriverai pas, j'ai aucune chance, c'est pas une course pour moi. J'ai fait 2 fois, j'ai vu le top 10, il est intouchable, quoi. Et puis voilà. Puis donc du coup 2011, je reviens au mode touriste. J'avais fait 6... Ouais, non mais là t'as été trop vite parce que 2010, stop, t'arrêtes plus jamais. Et pourtant on sait que tu y as été en 2011. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2010 et 2011 où finalement tu te dis bon allez, on va arrêter les conneries, on y retourne. Non, je suis revenu en Suisse. Je pense que j'ai fait un peu de ski, mangé pas mal de fondue, bu quelques bières. Et puis après c'est un peu la même chose. C'est qu'à la fin j'étais dans une vie incroyable. J'étais athlète professionnel. Je faisais tous les jours ce que j'adorais. Et puis, il y a pas un mec censé au monde avec quand même une saison qui était solide, parce que j'étais quand même à Hawaï, j'avais quand même, je me rappelle plus ce que j'avais fait comme course ces années-là, mais j'avais quand même tiré des podiums, j'avais tout pour bien faire, et il y avait aucun sponsor qui a dit on arrête parce que t'as serré à Hawaï, et du coup j'ai continué. Mais là, voilà, je me suis dit il faut que je change les choses. Donc le coach, on n'a pas réussi notre objectif de top 10. On arrête, mais Marc aujourd'hui c'est un gars que je côtoie encore, qui est toujours coach et un très bon coach, et voilà, j'ai arrêté. Puis après je me suis dit je fais une année 2011 en mode je vais chercher de l'expérience, et j'ai passé l'hiver, la fin de l'hiver je l'ai passé aux États-Unis, à Tucson nouveau. J'ai couru en Californie, j'ai couru l'Ironman d'Utah. Enfin, j'ai couru beaucoup. Après, j'ai fait j'ai fait des courses en open water, en natation. Enfin, je me suis bien éclaté sur tout, et je suis arrivé fin août. Et du coup, j'étais vraiment dans. Je pense que j'étais un des 3 à l'époque. Il y avait un espèce de classement, puis ils prenaient les 50 meilleurs du monde, et je devais être style. J'avais le dossard 44, donc du coup, j'étais 44e mondial, et puis j'attrape un dossard comme ça. Et je me rappelle, parce que j'ai reçu le mail d'Ironman qui me dit félicitations, t'es qualifié pour Hawaï. Et évidemment, tu dois confirmer et sortir un peu la carte de crédit. C'est surtout ça, ouais. Ouais, surtout ça. Et là, j'appelle mon manager, donc Ludovic, et je lui dis je suis qualifié pour Hawaï, mais j'y vais pas, quoi.
Puis il me dit, non, mais mec, tu peux pas faire ça, quoi. T'es qualifié pour un championnat du monde. Tu ne peux pas refuser une qualif. Je dis, non, c'est bon, j'y retourne plus. J'ai compris. Je vais pas perdre encore 10 000 francs pour aller faire cette histoire. C'est bon, je les laisse s'amuser entre eux. Laisse tomber. Et puis, lui, en gros, une heure après, j'avais un email qu'il avait réservé mon billet d'avion, quoi. Et j'avais plus le choix, là. Et puis, là, j'ai dit, bon, ok, j'y vais. Mais alors, à ma façon. C'est-à-dire que je vais pas m'entraîner avec les autres tarés. J'arrive pas complètement cramé à Hawaï. Je vais à Maui, chez un gars que j'avais rencontré l'année d'avant qui était windsurfer professionnel. Je vais habiter chez lui, puis pendant 6 semaines, je vais à Okipa Beach mater les petites surfeuses, quoi, et on verra bien ce qui se passe. Et du coup, je suis parti à Maui 6 semaines avant. J'ai fait 6 semaines d'entraînement là-bas, mais vraiment un peu à la méthode mec est gros, quoi. Donc c'était des entraînements bien faits, mais pas de folie. Et je suis arrivé à Kona en prenant Mukulele Airlines. J'avais pris mon vélo, même pas plié, à côté de moi dans le petit avion bimoteur. Là, je suis arrivé à Kona, j'ai roulé jusqu'à l'hôtel. J'étais au briefing. Et puis voilà, quoi. Après, j'ai dit, bon, on verra bien ce qui se passe. Puis bah, du coup, c'était l'année, quoi. C'était la bonne année. Est-ce que, a posteriori, tu dirais que, effectivement, 2010, c'était ton année où tu étais plus fort physiquement, mais pas forcément mentalement, et que, à contrario, 2011, t'étais peut-être pas au top du top niveau physique, mais alors par contre, vu que la tête t'avait tout débloqué, c'est là que t'as été le meilleur? Mentalement, avec aujourd'hui 43 ans, donc 10 ans plus tard, je pense que c'est aujourd'hui que je suis plus fort mentalement. Et vraiment, je le vois dans ce que je fais à la rentrée et tout ça. Si j'avais eu ce que j'ai dans la tête maintenant, avec les cartes qui sont tombées, les choses que tu as vécues en 2010, 2011, j'aurais certainement fait encore d'autres choses. Maintenant, on peut pas revenir en arrière. Donc, 2010, c'était pas mentalement. 2010, c'était l'expérience. Parce que en 2011, quand je suis arrivé sur 2011, j'ai dit, on verra bien. Alors, je sentais que j'étais en forme. Je faisais quand même des entraînements à Maui où, quand je voyais les chronos, je me disais qu'il y avait quelque chose à faire. Mais l'année d'avant, j'étais plus fort et vu que j'avais bâché, j'étais pas en confiance. Mais par contre, quand en vélo, ça a commencé à tendre comme ça avait tendu l'année d'avant, parce que j'étais quand même dans ce premier groupe, puis qu'il y avait ces fameux hooks et tout. J'ai dit, allez-y, pas de problème. Donc, j'ai fait toute la montée d'avis tout seul, fait demi-tour, et puis là, la course, elle devient dure, il fait chaud, il y a le vent, etc. Et là, j'ai commencé à rattraper les morts. Et je reviens à la hauteur de l'aéroport sur un groupe avec Rasmus Henning, enfin, avec tous les grands noms de l'Ironman de l'époque, et je pose le vélo, je pense 12-13e. Mais là, je savais que c'était mon année parce que je posais le vélo, en bonne place, comme j'avais jamais réussi à faire les 2 premières années, mais surtout avec des jambes, de folie, ouais. Et donc c'était pas mentalement que j'étais plus fort, c'était juste en termes d'expérience. J'ai su laisser partir, j'ai su vivre avec mes qualités, mes points faibles. Et c'est ça qui a fait que j'ai fait le top 6. Ouais. Alors attends, parce que Hawaï, c'est pas que la natation, c'est pas que le vélo, c'est aussi la course à pied. Tu dis que tu avais des jambes de folie, mais tu nous dis que sur le vélo, tu commençais déjà à avoir un petit peu chaud. Il y a ce fameux Energy Lab. Comment est-ce qu'on gère, même avec des jambes de folie, la chaleur à ce niveau-là, c'est même plus de la chaleur en plus, c'est une fournaise. Comment est-ce qu'on gère et comment... Ouais, déjà cette première question-là. Comment on gère la course à pied? Alors, ma fête dans la Réunion à la Diag, c'est plus chaud que Energy Lab. Vraiment. Et c'est beaucoup plus long sur le coup, quoi. Donc, quand je rentre dans Energy Lab, je suis avec Fred Van Lierde. On est, je pense, 10 et 11e, comme ça. Donc, il n'y avait pas eu beaucoup de différence sur la première partie de course à pied. Et ouais, Energy Lab, c'est un endroit qui est déjà légendaire. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans cet Energy Lab. Et moi, je rentre dedans, je lâche Fred, j'avance, je dépasse Faris. Enfin, voilà, la dynamique de course, elle est bonne. Donc, automatiquement, t'es bien. Donc, c'est pas aussi dur que quand tu passes Energy Lab puis que t'es en train d'exploser. Et puis là, je remonte. Et moi, la course, elle est devenue vraiment, vraiment dure et où là, j'ai quand même pas mal de choses qui me manquent dans ma mémoire. C'était à 5 km de l'arrivée, donc il y avait vraiment ce long faux plat montant jusqu'à Kona. Et normalement, t'as pas le droit de coach, en tout cas à l'époque, ce qui n'était pas le cas parce que tous les athlètes, ils avaient leur coach. Et je me rappelle typiquement du papa à Fred qui lui avait parlé
avec un bon accent belge pour pas que je comprenne ce qu'il lui disait. Mais voilà, ça fait partie. C'était peut-être du flamand aussi, Mike. Je voulais pas me tromper, alors j'ai préféré dire avec un bon accent belge, mais j'avais du flamand. Mais du coup, bon, voilà, c'était un peu la réalité. Voilà, le sport professionnel, il y a un peu tout le monde qui respecte les règles différemment. Mais moi, j'ai eu la chance, parce que c'était une chance pour moi sur le retour, c'est qu'il y avait Olivier Bernard, qui était pas du tout quelqu'un de mon encadrement, rien du tout. Mais lui, il promenait des VIP pour Run, et comme il est suisse et que j'avais couru avec lui quand il était encore athlète, il m'a un peu coaché. Et là, je me souviens vraiment, il m'a donné des écarts, il m'a dit la 7e place, elle est à 30 secondes et tout. Puis ça, c'était vraiment le dernier souvenir assez précis que j'ai en minutes, en temps ou quelque chose. Et du coup, j'ai continué à avancer. Ouais, je rattrape jusqu'à la 6e place. Et le dernier athlète que je dépasse, je sais plus qui c'était. Je me rappelle plus, mais je le dépasse à 1,5 km de l'arrivée, mais je me rappelle pas quand je le passe, quoi. C'était vraiment, il y a 5-6 km à la fin qui sont un peu effacés de ma mémoire. Et quand je vois la photo de l'arrivée, parce que moi je me rappelle pas avoir vécu l'arrivée 100% consciemment, mais quand je vois en fait ma gestuelle et la photo on voit que quand je passe la ligne d'arrivée, je sais que j'ai fait quelque chose de vraiment cool, vraiment bien, que c'est mon rêve, etc. Mais moi, je me rappelle pas consciemment d'avoir fait cette gestuelle-là ou comme ça. Donc c'est assez impressionnant. Et après, il y a eu tout, contrôle anti-dopage. J'étais complètement séché. J'étais avec Andreas Rallert, qui était mon collègue chez Erdinger. Et on a été au contrôle. Et après, je suis rentré à l'hôtel. Et quand je suis arrivé à l'hôtel, là, j'ai demandé à ma copine de l'époque, j'ai dit, j'ai fait combien? Puis elle me dit, mais t'as fait 6. Et puis j'ai dit, puis quel temps? Puis elle m'a dit mon temps, mais il y avait quand même plein de trucs qui étaient pas très clairs dans ma tête, quoi. Donc. C'est impressionnant de savoir que t'as été au bout de tes limites, quoi. Clairement, c'est cette fameuse expression qu'on emploie souvent. T'as déconnecté le cerveau et puis tu savais que t'avais qu'une chose à faire, c'était aller au bout, quoi. Ouais, j'étais formaté par les années d'entraînement et la même chose aujourd'hui. Je le dis parce que je l'ai vécu, mais je pense qu'inconsciemment. Une journée comme ça, t'en as pas 10 dans ta vie, avec mon niveau et avec la génétique que j'avais. Et quand c'est le jour, je pense que tu vas le faire. Parce que c'est ton destin, c'est écrit, c'est comme ça. Il y a tout qui est aligné, puis il faut aller le chercher. Et après cette 6e place, il y a plein de gens qui m'ont dit, oui, mais voilà, tu peux encore aller chercher un peu, tu peux viser un podium et tout. Et même, je pense, inconsciemment, je savais que j'avais atteint ce que je pouvais faire de mieux à Hawaï, quoi. Et donc, du coup, l'histoire après, elle était que je suis revenu l'année d'après. L'année d'après, vu que j'étais qualifié d'office et j'étais malade, j'ai bâché. Mais je pense que j'avais fini mon histoire avec Hawaï, quoi. Et pour revenir sur l'ambiance à Hawaï, c'est comment? C'est-à-dire que tu as terminé la course, tu te retrouves avec les autres athlètes, il y avait une bonne entente entre les différents athlètes. Comment ça se passe? Ouais, alors André Rallert, qui est... je suis pas d'idole en Ironman, mais Andrea, c'est quand même un gars que j'ai côtoyé toute ma vie, que j'étais son sparring partenaire par la suite quand il faisait ses podiums à Hawaï. J'ai vraiment une histoire un peu particulière avec Andrea. Et puis, pour moi, c'est vraiment un athlète, c'est un exemple en termes de sacrifice, d'état d'esprit. Je pense que c'est vraiment un athlète clean et tout. Donc, voilà, pour moi, et quand je me suis retrouvé dans la chambre pour les contrôles de dopage avec lui, c'était fort parce que on est fatigué. Alors lui, il a fait 3 ou 2 cette année-là. Je pense qu'il fait 2, c'est Alexander qui gagne. Mais il y avait des échanges, mais même dans les regards, c'était hyper fort parce que lui, je pense que c'était son 2 ou 3e podium à Hawaï. Mais c'est un gars qui est hyper positif, hyper reconnaissant des choses qui lui arrivaient. Donc il y avait vraiment de la joie chez lui. Bon, moi j'étais hyper content d'avoir fait 6. Et ouais, ça c'était fort. Et après vraiment, ce qui a un petit peu changé. Et moi je suis un des premiers. Alors je pense qu'aujourd'hui il y en a peut-être d'autres qui ont fait ça, mais j'étais un des premiers triathlètes à faire un top 10 Hawaï sans avoir gagné un Ironman avant. Donc du coup vraiment, Greg Alexander, vraiment, je me rappelle avoir discuté avec lui à l'arrivée. Puis il m'a dit, mais Mike, je te connais pas, quoi. Puis moi, alors bien sûr, je connaissais Greg Alexander, mais j'étais vraiment un peu le gars improbable dans le top 10, quoi. Et ça, c'était quelque chose d'assez particulier et d'assez riche en souvenirs et en émotions, parce que tout d'un coup, tu te dis, je fais partie un peu de... Je suis chez les grands maintenant. Ouais. Bon, en même temps, quand tu nous dis tous les noms que tu as doublés sur la course, Faris, Yann et autres, tu faisais déjà partie des grands.
Ouais, alors après, encore aujourd'hui, je crois que c'est le top 10 qui change un peu le regard des gens à Hawaï, quoi. C'est ce top 10. Alors après, bien sûr, les athlètes qui ont un niveau supérieur, mental, physique, qui vont chercher des victoires, etc. Mais ce top 10, il est quand même, c'est là que tu rentres vraiment dans une autre. Et je l'ai aussi vu pour les sponsors, pour la reconnaissance médiatique et tout, ça change quand même pas mal. Oui, en même temps, tu dis que tu as atteint le sommet. Et comment tu vois la suite après? Enfin, tu te dis quoi? Bon, je continue de toute façon à être triathlète, mais juste, je sais que j'arriverai plus à faire des perfs comme cette année-là, ou ça se passe comment? Non, alors après, il me reste encore 2 objectifs à atteindre. C'était passer sous 8 heures et puis aller gagner. Donc ça, c'était les deux objectifs suivants. Et là, l'année d'après, donc en 2012, je me prépare pour faire sous 8 heures. Donc je décide d'aller à Roth, qui était une course réputée rapide. Et je prépare alors là, je bosse avec Fabio Venana. Donc on teste une méthode de préparation pour l'Afrique du Sud. Je fais 3 en étant très fort les jours avant la course, mais j'avais un peu raté mon tapering. Donc là, on a dit on essaye de s'améliorer pour Roth et essayer d'aller chercher les 8 heures. Et à Roth, je fais une petite erreur tactique. Je m'alimente un peu mal sur la fin du vélo, donc je le paye. Je vais faire 8h08 en faisant 3 et vice-champion d'Europe. Donc c'était quand même une bonne course, mais j'avais raté les 8 heures. Et après, je vais à Hawaï, je suis malade. Et l'année d'après, donc comme j'avais mes contrats sur 2 ans suite à mon top 10 à Hawaï, donc là c'était vraiment les 2 années où j'étais un vrai pro avec un salaire pour faire ça. Là, je prends des risques. Là, je dis, OK, maintenant, j'ai toujours pas gagné un Ironman, j'ai toujours pas fait sous 8 heures. Donc, on décide avec Fabio de mettre de l'altitude. Enfin, vraiment, on sait que c'est plus ou moins la fin. Donc, on met tout. On essaye, on va encore un peu plus loin. Et je me fais un surentraînement, mais vraiment violent. Très, très violent au mois de juin. Et du coup, je passe complètement au travers de ma saison. Et puis après, j'ai encore galéré avec un pied. Enfin voilà. Après, j'ai galéré. J'étais vraiment toujours un peu en train de rechercher les bonnes sensations, tout ça. Puis donc ça fait fin 2013. Là, tous les contrats de sponsoring, ils arrivent à la fin des 2 ans par rapport à Hawaï. Donc il y a tout qui change un peu. Puis je me dis bon, j'ai quand même. Je peux en gagner un d'Ironman, vraiment, j'en suis convaincu. Et j'aurais été hyper triste, en fait, de finir les 8 heures. Les 8 heures, je peux vivre avec parce que la météo influence vraiment. Et à l'époque, on n'avait pas les chaussures carbone pour courir. On avait d'autres règles que maintenant. Les distances, elles étaient quand même bien. À Roth, elles étaient quand même bien là. Et je pouvais vivre avec parce que je savais que pour aller chercher 8 heures, il y avait 5 gars à l'époque qui étaient sous 8 heures, pas comme maintenant. Et voilà, donc maintenant ils vont chercher sous 7, mais bon. Ouais. Moi je pensais quand j'ai entendu ça, j'ai dit, j'ai eu des médias qui m'ont interviewé là-dessus, j'ai dit c'est impossible, mais là je commence à presque changer d'avis. Mais apparemment j'ai vu qu'ils lui ont enlevé son chrono de référence parce que je sais pas quoi, il y a du courant. Enfin bon, ouais, mais c'est ça un peu ça maintenant. Je suis toujours un peu de loin, mais les temps, j'ai côtoyé des gars. Yann, j'ai côtoyé tous ces gars-là, et quand je vois tous ceux maintenant qui vont vraiment chercher ces chronos. Alors bien sûr, c'est des plus jeunes, je les ai pas connus, mais je pense vraiment que le matériel, les distances, ça a quand même pas mal impacté les chronos qu'il y a eu ces dernières années. Ouais. Donc du coup, je dis, je vais quand même aller chercher cette victoire sur Ironman. Et puis en 2015, je fais le sparring partenaire pour Andrea. Fuerteventura, je fais 5 ou 6 semaines avec lui dans sa préparation finale pour Kona. Puis là, lui, il me dit, ouais, avec tout ce qu'on a fait comme entraînement et tout, il faudrait profiter de ta forme. Puis derrière, j'avais couru en France une course qui s'appelait le Naturman. Et là, j'avais vraiment eu des super sensations. Puis du coup, j'avais décidé de partir en Asie parce que Ironman, ça venait d'être acheté par l'Asie. Puis j'avais jamais couru le circuit. Et c'est là que je suis parti courir en Malaisie. Et que j'avais gagné l'Ironman de Malaisie. Et donc du coup là, le chapitre il était bien avancé. Et derrière ça, je perds Erdinger en sponsoring le 15 décembre. Donc là, je me dis ça commence à être dur parce que moi c'était quand même vraiment mon sponsor principal. Puis alors je peux être reconnaissant d'avoir fait 6 ans dans une structure comme ça, mais quand t'arrives mi-décembre puis qu'on te dit que c'est fini le contrat en début janvier, c'est dur parce
t'as pas vraiment le temps de rebondir. Puis j'avais quand même gagné la Malaisie. J'avais fait sparring partenaire pour Andreas et tout. Donc ouais, là c'était un peu dur, mais je voulais pas que ce soit un sponsor qui décide de la fin de ma carrière. Donc derrière, j'ai fait encore 2016 j'ai eu la chance de trouver un nouveau partenaire durant le mois de janvier. Et puis du coup là, j'ai dit c'est ma dernière année. Alors je l'avais pas trop annoncé, mais je savais. Puis je vais faire l'Ironman du Canada. Je fais 4 ou 5 et je me qualifie pas pour Hawaï. Et là en revenant, j'ai dit ok, c'est bon, cette fois j'irai pas sous 8 heures, ce sera le dernier truc qui me manquera dans ma vie, mais le reste c'est fait. Et puis c'était fait dans un bon état d'esprit, donc je voulais arrêter comme ça, quoi. Et comment tu fais stratégiquement pour te dire je veux gagner un Ironman, comment tu fais pour choisir celui où tu as le plus de chances de gagner? Parce que je pense que c'est quand même une question que beaucoup de gens se posent, que ce soit pour se qualifier à Hawaï ou pour le gagner. Voilà, on est un peu à la recherche. Alors il y en a qui sont un peu exotiques, hein, la Malaisie, l'Argentine, tu vois, il y a des trucs comme ça. Et comment t'as fait pour choisir? Bon, la réalité c'est qu'il y a 5 Ironman dans le monde, ou 4 qui sont hyper durs à les gagner, et on les connaît, quoi. C'est les Francfort, c'est les Rhodes, c'est l'Afrique du Sud, c'est toutes ces courses qui ont des palmarès avec que des noms que tu connais. Après, il y a les courses un peu B, où justement, tu sais que tu vas un peu dans une aventure, et celles-là, elles sont un peu plus faciles à gagner. Et moi, j'étais dans ce caractère en me disant, moi, si j'en gagne un, je veux que ce soit un beau, quoi. Je veux pas aller gagner une course à l'arrache. Et du coup, oui, la Malaisie, c'était pas la course la plus relevée de ma carrière, mais à la fin, tu l'as gagné, et puis ça a changé un peu, voilà, mon dernier chapitre pour aller gagner cet Ironman. Donc, je regrette pas de l'avoir fait vraiment tout à la fin. Oui, pour aller le gagner, on est d'accord, mais je pense que si j'avais gagné un Ironman un peu B comme ça, plus tôt dans ma carrière, ça m'aurait de toute façon un peu frustré, et puis j'aurais quand même toujours essayé d'aller sur les grosses courses, et je reste convaincu aujourd'hui que faire un podium à Rhodes, ça vaut autant qu'une victoire sur Ironman pour moi, parce que Rhodes c'est l'histoire, c'est l'histoire du triathlon. Gagner la Malaisie, il y en a d'autres, il y a Gomez qui a gagné la Malaisie, il y en a d'autres, mais ouais, voilà, c'est écrit dans le CV, t'as gagné un Ironman, mais j'ai toujours préféré valoriser mon top 6 à Hawaï ou même mon podium en Afrique du Sud. C'était un beau podium, quand même. Ouais, de toute façon, après, tout ça, c'est hyper relatif, quoi. Je veux dire, tu peux te dire, c'est dingue d'être arrivé là, tout comme tu peux te morfondre toute ta vie et te dire, oh, merde, tu vois, j'ai jamais fait un podium à Hawaï. Enfin, donc, c'est hyper relatif, quoi. Je pense que pour la très grande majorité des triathlètes et des auditeurs qui nous écoutent, ce que t'as fait, c'était juste dingue, quoi. Oui, mais moi, je suis tombé en même temps que Ronnie Schiltner, qui est un athlète extraordinaire, un talent, mais comme rarement j'en ai rencontré dans ma carrière. Et Ronnie, je l'ai vu arriver, j'étais déjà dans l'équipe nationale, il est arrivé, c'était un ancien hockeyeur, il fumait des clopes, il buvait des bières, puis il avait fait un pari avec son père qui serait capable de finir un Ironman parce que ils avaient regardé le Sport Panorama, puis qu'il y avait Natasha Batman qui venait de gagner son 6e Hawaï, puis son père lui a dit, t'arriveras jamais à faire ça, toi, t'es un peu un loser. Il a gagné 10 fois l'Ironman de Zurich, et moi, Zurich, c'est l'Ironman suisse. Ronnie, c'est mon pote. Ronnie, il m'a appris le métier d'Ironman, parce que quand moi j'ai switché en 2 minutes sur Ironman, lui, il avait déjà quelques lignes sur son CV. Et j'ai fait je sais pas combien de fois Zurich pour aller gagner Zurich, parce que pour moi, c'était l'Ironman suisse. Et puis si je battais le maître chez lui, c'était ce que je pouvais faire de mieux. Alors bien sûr, j'aurais pu le mois de juillet aller courir des courses où il y avait pas un mec qui était imbattable, parce que Ronnie, si le championnat du monde ça avait été à Zurich, il l'aurait gagné 10 fois, et Greg Alexander, il l'avait dit, il viendrait jamais courir à Zurich parce qu'il se ferait taper par Ronnie. Mais à la fin, j'ai des souvenirs mais tellement incroyables de bagarres à Zurich devant tous mes potes en Suisse avec Ronnie. Alors, il y a un premier 10 km, alors, je sais plus en quelle année c'était, mais il regarde sa montre, parce que moi je courais sans montre, il regarde sa montre, et il me dit, Mike, on est en 33 minutes, quoi, ou 10 bornes, sur un Ironman. Sur un Ironman. Et moi j'ai dit, c'est le seul moyen que je te fasse tomber, c'est que je parte à pied comme un malade, parce que je sais que t'es intouchable. Et puis 2 kilomètres après, je t'arrête, c'est ouvre la route, mais voilà, mais ça c'était ma façon d'être, c'était ma motivation pour aller à l'entraînement. Avant tu parlais de la petite carotte, pour moi c'était ce genre de challenge qui me disait,
ok, aujourd'hui, à l'entraînement, tu mets tout ce qu'il faut parce que Ronnie, il faut que tu ailles le taper chez lui, quoi. Mais j'ai jamais réussi à le faire, mais j'ai aucun regret. Ouais, je voulais te poser une question sur le fait d'être sparring partner de Andreas Rallert. Ça veut dire quoi être sparring partner? Ça veut dire que tu lui fais le lièvre pendant les entraînements? Ça veut dire que c'est toi qui t'occupes de lui faire à bouffer, de lui faire ses affaires? C'est quoi être sparring partner d'un autre triathlète professionnel? Alors moi, la première chose que c'est de comprendre la différence entre un podium à Hawaï et un top 6 à Hawaï. Ça, c'est là que j'ai compris l'écart qu'il y avait entre lui et moi. C'est ce que j'ai vu pendant ces 6 semaines d'entraînement. Il était plus fort, physiquement, mentalement, ses capacités de récupération et tout ça. Donc là, t'acceptes aussi le fait que ta génétique, elle était assez généreuse, mais pas suffisamment pour aller gagner, ouais. Et après, être sparring partenaire d'Andrea, c'est une belle aventure, vraiment. Mais c'est dur, c'est vraiment dur parce que déjà Fuerteventura, c'est pas l'île la plus joyeuse du monde. Les routes sont dures, il y a du vent, il y a du sable et tout ça. Et puis être avec Andrea, c'est pas très marrant parce que t'as pas le petit apéro qui va bien le soir, t'as pas le jour de repos où tu peux aller faire la fête le jour d'avant. Et moi, en gros, le contrat, le deal, c'était que je faisais le vélo avec lui et les natations. Et la course à pied, je faisais pas les intensités parce que j'arrivais pas sinon à l'aider pour le vélo et la natte. Donc on courait tous les matins. Je partais courir tout le temps avec lui, mais dès qu'il y avait des intensités, je les faisais pas ou en tout cas moins fort. Et après on partait rouler à 10 heures. Puis en vélo, bah, c'est simple quoi. T'as un capteur de puissance. Il te dit tu te mets à 280 watts. Et puis tu roules 6 heures. Et lui, il se met 50 mètres derrière. Et puis t'as chacun ta musique. Et tu roules 6 heures sans te parler. Et puis tu roules à 280 watts. Et quand il crevait, je me rendais même pas compte. Je me retournais au bout de, je sais pas, 1h30. Puis il était plus là. Je me disais, ah non, je faisais demi-tour. Et puis j'allais le rechercher. Il était à Dash. Il me dit, ah, j'ai crevé. Puis on s'arrêtait 2-3 fois dans les stations-service pour recharger. Et puis après, en natation, ben là, c'est moi qui faisais les plans d'entraînement par contre. Parce que du coup, lui, je crois que il avait pas trop envie de faire ça. Donc moi, je faisais les plans d'entraînement de natation. Et puis du coup, ben, je le tirais. Puis là, voilà, en natation, on avait le même niveau. Donc c'était pas trop un problème. Et après, ouais, c'était ça. Alors lui, il avait pas tellement de moments de doute. Il était tellement fort dans sa tête et tellement convaincu qu'il allait gagner à Hawaï que j'avais pas trop besoin de le motiver. Mais bien sûr, côté 2, ben, j'étais tout le temps là. On avait des horaires de départ. Moi, j'étais toujours presque 5 minutes avant avec la bonne attitude et ça l'aidait. Et il était hyper reconnaissant, vraiment. Mais moi, j'ai vécu un truc génial avec lui. Mais après, j'ai aussi vu, ce qu'il fallait faire pour aller chercher un podium à Hawaï. Et j'ai vu beaucoup d'athlètes qui seraient pas prêts à faire ce qu'il a fait, quoi, en termes de charge d'entraînement. Ça t'a donné envie de faire du coaching, tout ça? Alors moi, j'ai toujours fait un peu de coaching. Et là, j'en ai fait maintenant les 5 dernières années depuis que j'ai arrêté pour des potes. Puis là, au 1er janvier, je rentre dans une structure de coaching un peu plus professionnelle. Donc là, maintenant, je vais me lancer un peu là. Parce que moi, j'arrête de travailler dans la boîte là où je suis depuis 5 ans à la fin de l'année. Donc maintenant, je repars indépendant et je garde un mandat pour le triathlon de Lausanne par l'intermédiaire de Grand Chelem, donc qui est ma boîte encore actuelle jusqu'à la fin de l'année. Puis après, je commence un peu de coaching. Puis derrière, j'ai pas mal de petits projets personnels que je vais essayer de développer. Cool. Parce que tu t'es reconverti donc dans l'événement sportif et ça fait 5 ans que tu fais ça, c'est ça? Ouais, je travaille comme chef de projet et puis j'ai fait plein de sports différents. J'ai appris un métier parce qu'à la fin, moi, je savais pas travailler. Je savais faire un peu de triathlon mais pas beaucoup d'autres choses. Et, un peu de triathlon, il est modeste. Et puis ouais, mais dans mes 5 ans là, j'ai eu des opportunités incroyables. J'ai été chef de projet des championnats du monde de triathlon à Lausanne en 2019, directeur sportif, donc c'était incroyable et c'était une aventure merveilleuse. Je suis retombé un peu dans le monde du triathlon et j'ai recroisé plein de gens que je connaissais de l'époque et j'ai travaillé dans le tennis, j'ai travaillé dans plein d'événements, donc c'était intéressant. Alors justement, la reconversion, c'était un point que je voulais aborder, qu'on a largement abordé avec Greg sur le podcast de Nakan. C'était même plutôt le sujet à la base. Mais quand on se reconvertit, et toi en l'occurrence, tu l'as dit, tu es chef de projet chez Grand Chelem, tu as organisé des manches de Coupe du Monde de Lausanne. Comment est-ce qu'on organise une manche de Coupe du Monde? Déjà, comment est-ce qu'on dépose un dossier et comment ça se passe une organisation en tant que chef de projet? Là, c'est un peu une histoire un peu spéciale parce qu'il y avait tout un comité qui était en place en 2018.
Et mon patron, il avait décidé de récupérer l'organisation de cet événement-là, mais moi j'étais vraiment plus en gestion purement financière. Donc je faisais pas du tout d'opérationnel et je n'intervenais pas du tout dans le comité. Donc j'étais vraiment la gestion du budget, parce que c'est difficile aujourd'hui de tenir des budgets sur ce genre d'événement. Et donc 2018, c'était Coupe du Monde. J'ai rien fait en termes d'opérationnel. J'ai commenté la course pour la RTS et on est arrivé après cette Coupe du Monde. Voilà, et l'histoire a fait que le comité n'a pas voulu organiser le championnat du monde pour lequel ils avaient déposé les candidatures 4 ans avant. Et j'étais là à ce moment-là. Et du coup, mon patron, il a dit, comme ça, tu sais ce que tu fais l'année prochaine, t'organises un championnat du monde. Mais le problème, c'est que tout le comité était démissionnaire, parce qu'évidemment, ils sont barrés avec l'ancien directeur. Et donc, j'ai recréé mon comité. Mais on parle de ça, on était en décembre, puis le championnat du monde, c'était fin août. Donc, on avait quand même très peu de temps. Et surtout que moi, j'avais pas l'expérience même de la Coupe du Monde, vu que j'avais pas du tout travaillé dans l'opérationnel. Puis après, à Lausanne, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une ville très sportive derrière, il y a des soutiens institutionnels qui sont hyper forts. C'est un peu la capitale des Jeux Olympiques quand même. La capitale. Ouais. La capitale olympique. Non, la capitale olympique. Voilà, mais non, mais ça, alors ça, c'est vraiment sûr que je pense que la même situation dans beaucoup d'autres villes du monde, ça aurait été une catastrophe. Et c'est aussi pour ça que l'ITU, quand ils ont vu comment ça se passait, un peu toutes ces histoires politiques, puis qu'il y avait quand même des compétences, que ce soit ma boîte avec c'est plus de 20 ans d'organisation, c'est une boîte qui organise des tournois de tennis ATP, qui ont organisé une partie de la Coupe de l'Américain. Enfin, c'est vraiment une boîte qui est très solide en termes d'expérience. Plus moi qui suis arrivé là à ce moment-là avec quand même 3 ans comme chef de projet dans l'événementiel, plus toutes mes connaissances dans le monde du triathlon. Et voilà, moi j'ai ameuté tous mes potes, on a refait un comité très vite et j'ai eu de la chance parce que encore une fois, l'histoire fait que tous les gens à qui j'ai appelé, ils ont été tous chauds direct. Et mes chefs de la zone de transition, c'était les gars qui avaient organisé les championnats d'Europe à Genève 2 ans avant. Donc j'avais deux gars qui étaient directeurs dans le championnat d'Europe, qui étaient responsables de ma zone de transition. Donc autant dire que moi j'ai rien fait là. Eux, ils ont géré ça à merveille. Puis tout s'est goupillé comme ça. Puis à la fin, tu te retrouves à faire la cérémonie d'ouverture, t'as 5500 triathlètes du monde entier, t'as le comité olympique qui est là pour voir l'ITU, t'as des conférences de partout, c'est un magma de gens qui tournent dans tous les sens, puis toi, tu bosses 35 heures par jour, mais à la fin, la course, elle se déroule, et puis on est les derniers à avoir délivré un championnat du monde, parce que depuis, il y a le Covid qui est passé par là, et c'était une vitrine merveilleuse pour Lausanne, pour le canton, pour la Suisse. Puis les triathlètes, ils ont adoré parce que c'est un parcours qui est extraordinaire. Lausanne, c'est un des plus beaux parcours du monde en Coupe du Monde. On sent quand même l'émotion quand tu le dis. T'as fait comment pour apprendre le métier, c'est-à-dire, t'étais chef de projet, organisateur, l'événementiel. Enfin, comment t'as fait? Parce que, ok, t'avais connu déjà les événements en tant que participant, en tant que coureur. Par contre, là, t'étais de l'autre côté. T'as appris quoi? T'as appris sur le tas ou tu t'es formé? T'as eu du mentorat? Ça s'est passé comment? Alors, la boîte dans laquelle j'ai travaillé 5 ans, c'est la meilleure université du monde. Elle est connue pour ça. Par contre, c'est une boîte où tu dois aller chercher par toi-même et puis tu ramasses, tu passes du temps, tu cherches tes solutions par toi-même. Et après, comme j'ai dit, c'est une boîte qui a 20 ans. Le directeur de la boîte, il est là-bas depuis la fondation. Donc tous ces gens-là, ils t'aident. C'est sûr qu'ils te donnent des outils pour développer tout ça. Après, moi j'ai mon style de management que j'ai évidemment récupéré du sport et j'ai toujours fait confiance aux gens. La même chose que les entraîneurs m'ont fait confiance. Et après, en laissant faire les gens, les choses elles se font parce qu'ils se sentent directement impliqués. Et nous, on avait un comité avec 45 personnes, avec des gens professionnels, ça allait de la police à la PCI, tout ce qui était ambulance. Après, j'avais un comité technique qui était un comité amateur, mais par contre, qu'avec des gens hyper compétents par leur passé. Donc, autant dire que j'ai pas fait grand chose non plus là. Et après, c'est que de la gestion. Donc, chaque jour, t'apprends par la problématique que tu découvres. Et j'ai eu des problématiques improbables, des histoires de fixation de bouée, des histoires de route,
quand tu fais des meetings avec la ville de Lausanne, puis qu'on t'explique comment vont passer les camions pompiers en cas de feu au milieu de ta course, t'es là, ouais, ok, bon, c'est d'accord. Puis les gars de l'ITU disent, on va oui, non. croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas d'incendie. Ouais, mais en l'occurrence, il y en a eu, mais tout s'est bien passé parce que en fait, c'est presque un peu la magie de l'événementiel. C'est que tu te dis, c'est impossible, on n'y arrivera pas. Puis après, par la compétence et l'engagement des gens, puis aussi les laisser faire. Moi, j'ai toujours dit, il faut pas venir me voir. C'est vous qui avez les solutions, parce que moi, finalement, je sais rien. Je peux juste vous aider, mais on va devoir chercher ensemble. Et ça, c'était vraiment la force de ce championnat du monde. Et le comité que j'ai eu, on a fait une soirée pour fêter ça quelques mois après, et c'était incroyable. C'était incroyable parce que tout le monde a vécu un événement fantastique. Parce que tout s'est bien goupillé et finalement les problématiques qu'on a eues, c'était toutes des problématiques qu'on a réussi à gérer par nous-mêmes et c'est comme ça que t'apprends. Je vois ce que tu veux dire, je te rejoins par rapport à l'événementiel, c'est que tu bosses comme un dingue pour préparer le truc, pour que tout soit nickel. Et puis au final, l'événement a lieu et puis voilà, ça a lieu, les gens ils sont là, quoi. T'as des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui sont là. Et puis voilà, et effectivement, les choses se font, quoi. Et il y a des merdes, il y a toujours des merdes, on les résout sur le problème, sur le tas. Mais effectivement, c'est au moment où ça démarre, t'as un truc un peu magique, quoi, dans l'événement, c'est que l'événement démarre, les gens arrivent, ça y est, c'est parti, quoi. Ah, c'est sûr. Cette année, j'ai organisé un triathlon. Pour la première fois de ma vie, j'ai organisé un triathlon normal, parce que j'avais organisé un championnat du monde, et puis, j'avais honte, parce on est une équipe, et c'était complètement différent, les problématiques. Et vraiment, moi, je me suis dit, en ayant délivré un championnat du monde, délivrer un triathlon normal, ça va être hyper facile. Et au fait, j'ai eu tellement d'autres problématiques, et, automatiquement, l'ITU, ils avaient aussi un partage d'informations avec tellement d'expérience qui réglait aussi beaucoup de problématiques avec toi. Et là, j'avais plus l'ITU vu que j'étais vraiment, World Triathlon, vu que j'étais un triathlon, tout ce qui est de plus populaire. Et j'ai eu d'autres problématiques, mais à la fin, la même chose, malgré le Covid, malgré les incertitudes, on a délivré une super course. On a eu de la chance avec la météo. On a fait le job, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu veux plus être dans l'événementiel là maintenant ? Alors moi c'est vraiment alors, je veux pas plus être dans l'événementiel. J'ai envie de développer mes propres projets parce que ma boîte c'est une grosse boîte et ça fait 5 ans que j'ai plein d'idées, j'ai envie de développer plein d'événements puis ces événements ils ont jamais trouvé de place dans cette structure. C'est une structure qui est trop grosse pour partir sur des projets, on va dire un peu plus fous. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de continuer l'événementiel. Le mandat du triathlon de Lausanne me motive et je vais le continuer à faire avec le même comité et on va faire ça très bien. Et on n'aura pas une course internationale avant 2027 ou plus tôt à Lausanne. Et donc, on a le temps maintenant de le faire évoluer et puis de partir dans une belle direction. Et parallèlement à ça, moi, j'ai envie de développer des choses qui sont plus proches de mes valeurs, dans la montagne, qui sont des choses où il y a aussi du partage avec une communauté. Et tout ça, sur les événements qu'on a chez Grand Chelem, pour moi, c'était vraiment difficile parce que j'étais toujours dans des contraintes d'une boîte, d'une trop grosse structure. Ok. On a commencé ce podcast en parlant justement de ta reconversion sportive. Là, on vient de clore le chapitre reconversion professionnelle. On peut revenir un petit peu sur ta reconversion sportive. Après 2016, t'arrêtes le triathlon, qu'est-ce qui se passe ? Tu poses le vélo, tu jettes le vélo et puis tu dis plus jamais ou au contraire, ça s'est fait en douceur. T'as arrêté effectivement d'être pro sur le circuit Ironman, mais est-ce que t'as continué à faire quelques triathlons ? Alors, j'ai plus jamais fait un triathlon. J'ai toujours suivi le triathlon. Je suis toujours passionné, un grand fan. Je commente autant que possible les courses qui sont diffusées à la télé pour la télévision suisse. À titre personnel, j'ai fait en 5 ans 400 mètres de natation et puis j'ai dû faire 3 sorties en vélo. C'était sur des vélos d'enduro en VTT. Donc, non, vraiment, quand j'ai quitté ce travail-là, je me suis dit... J'étais pas dégoûté, j'étais encore vraiment bien physiquement, mais j'avais pas envie d'être aigri et puis d'être l'ancien pro qui va encore courir sur des courses amateurs et puis qui cherche encore à prouver je sais pas quoi. Donc vraiment, j'ai plus du tout envie de ça. Et puis faire du vélo pour le plaisir, ça reviendra un jour, mais pour le moment, avec tout ce que je fais en montagne, parce que vraiment je passe beaucoup de temps en montagne, entre le parapente, l'alpinisme, etc. Donc j'ai vraiment pas le temps de faire du vélo. Et si j'y vais, j'aurai aucun plaisir, c'est sûr, parce que je serai trop en galère. Donc j'ai dit ça, je referai sûrement un jour, quand mes genoux seront trop défoncés pour continuer à courir.
Et puis la course à pied, ça a toujours été quelque chose dans lequel je me suis exprimé parce que pour moi c'est le sport le plus pur, le plus accessible au monde. C'est un sport que tout le monde peut faire. Et moi je le pratique d'une façon très libre dans la montagne. Donc j'ai pas du tout de chrono, j'ai pas de plan d'entraînement, j'ai rien. Mais j'ai toujours eu l'envie d'essayer d'aller trouver peut-être d'autres limites, mais c'était vraiment là plutôt des limites mentales que physiques. Et puis vraiment cette espèce de 100 miles, ça fait 5 ans que ça me titillait. J'ai dû faire 5 ans pour y arriver, mais là maintenant j'y suis arrivé. Donc maintenant je sais pas par contre si je vais continuer ou pas. Mais la course à pied pour toi c'est un peu l'essence même du sport, ce qui fait que maintenant tu t'es plutôt tourné vers la course à pied ou plutôt le trail. Qu'est-ce que tu y trouves dans cette pratique de la course à pied plus nature ? J'y trouve que du plaisir et cet été c'était intéressant parce que j'ai longuement repoussé ma préparation pour la Diag. Alors, je suis tout le temps en montagne, je fais du hike and fly, donc c'est marcher et décoller des sommets en parapente. Donc j'ai toujours une bonne condition physique, mais j'ai repoussé. On n'était pas sûr avec le Covid, avec la vaccination, etc., etc. Donc, à un moment donné, je me suis dit, là, il reste 1 mois et demi, tu vas devoir faire un truc que tu n'as jamais fait, qui a l'air quand même un beau challenge, qu'il faut commencer à t'entraîner. Puis, du coup, sur 3 week-ends, je me suis mis les œillères, j'ai fait des blocs de 4 jours. Et là, je me suis entraîné vraiment en disant, OK, là, tu t'entraînes. Ce que j'avais plus jamais fait depuis la fin de ma carrière en triathlon. Et ça a été assez éducatif où j'ai pas vraiment aimé en fait. J'ai plus aimé cette espèce de contrainte de devoir faire une charge d'entraînement, un plan d'entraînement. Mais c'était un peu obligatoire parce que si je passais pas par là, je pense que j'arrivais sur le départ avec un manque de confiance et probablement un entraînement trop important. Mais voilà, donc c'est un peu ça aujourd'hui, c'est de jouer, de rester en bonne condition physique, de pas me blesser. Et puis, de temps en temps, de mettre un dossard pour avoir cette petite palpitation émotionnelle en plus. Et après, maintenant que tu as fait la Diag, c'est quoi la prochaine étape ? Alors là, maintenant, je skie comme un fou. Là, ça fait 10 jours que je suis en vacances. Et là, aujourd'hui, je suis à mon 11e jour de ski. Alors, quand je dis du ski, c'est de la rando et puis être dans les montagnes. Donc, c'est pas du ski alpin. Et là, je vais essayer de faire ça bien comme il faut cet hiver. Après, j'aimerais commencer mon brevet biplace en parapente. Et puis après, sportivement, j'ai aucune idée. J'ai envie de faire encore quelque chose. J'ai envie d'avoir un objectif qui me motive. Avant, on a parlé de l'UTMB. Peut-être que je vais m'inscrire à l'UTMB. Ce sera début janvier, donc il me reste encore quelques jours pour réfléchir à ça. Il faut se bouger parce qu'avec les nouvelles règles de sélection, c'est jusqu'à la participation 2023 que tu peux te fixer tu peux te baser sur les points ITRA. Après, le système de sélection sera plus compliqué. Tu vas être obligé de bouffer de la course du groupe UTMB pour pouvoir y aller. Ça c'est quelque chose que j'ai suivi ces derniers temps là, mais ça m'a fait bien rire parce que moi quand je suis arrivé dans le monde du trail running, j'ai été très critiqué, que j'étais un triathlète, que j'avais pas l'état d'esprit, j'étais pas dans l'esprit trail, ils me disaient tout ça et que j'avais fait. Attends, revenons là-dessus. Du coup, c'est quoi l'esprit trail et c'est quoi l'esprit triathlon? C'est une bonne question. Alors, moi, j'ai mon avis assez tranché là-dessus, mais voilà. Puis tout à l'heure, tu nous as parlé de Cédric Fleurton qui fait du trail aussi, donc attention, faut pas trop balancer sur les copains. Ouais, non, mais Cédric, je suis ultra fan. Non, mais Cédric, il court vraiment du trail courte distance, donc lui, il est quand même sur des courses qui sont pas le même esprit que des 100 bornes, quoi. Il y a, je pense, encore une différence entre la course de montagne, un poil plus long jusqu'au marathon, puis après vraiment l'ultra distance. C'est pas vraiment les mêmes profils d'athlètes. Bon, mais c'est quoi l'esprit alors? Alors l'esprit, c'est une bonne question. Alors moi, ma vision, c'est comme ça. C'est que pour moi, jusqu'à maintenant, l'Ironman, c'était vraiment des valeurs commerciales auxquelles je m'identifiais pas. Il faut être clair là-dessus, ça a toujours été un peu mon combat avec moi. Par contre, c'est quelque chose qui marche très bien, très très bien. Ils sont très forts. Vraiment, de vendre ce concept marketing, de vendre l'émotion, que tous les participants, et même moi en tant que professionnel, j'ai vécu des moments extraordinaires sur des lignes d'arrivée. Ça, c'est vraiment fort. Après, quand moi je suis arrivé dans le trail running, pour moi, une course avec un dossard, il doit y avoir un vainqueur. Et en triathlon, en plus de 20 ans de sport, il y a toujours eu un vainqueur. J'ai jamais vu des mecs passer ensemble.
Jamais. Alors peut-être pour une 15-20e place, mais dans les top 5, jamais, mais jamais de ma vie. Et on a vu, quand il y a les deux Anglaises qui ont fini ensemble, elles ont été disqualifiées. Voilà, on est là-dedans. Et quand je suis arrivé dans le trail, moi, mais j'étais prêt à mourir pour dépasser un gars, parce que pour moi, si c'est pas cet esprit-là, mais je vais courir avec mes potes le week-end et puis c'est génial. Mais si j'ai un dossard, c'est alors voilà. Donc là, on m'a un peu chargé avec ça en disant oui, mais toi qui viens du triathlon, vous les triathlètes, machin. Après, ce qui était un peu plus difficile pour justifier leur dire, c'est que moi je suis quand même un passionné de montagne, puis la nature pour moi c'est un peu ma raison de vivre. Je passe ma vie à photographier des animaux et comme ça. Donc j'avais un peu cet esprit-là qui égalisait un peu, parce qu'il y a pas mal de trailers, ils s'entraînent avec leurs chaussettes de compression sur le bord du lac. Mais voilà. Mais après, quand j'ai fait champion suisse, pour moi c'est vraiment toute mon histoire du trail, c'est qu'il y a eu un combat, c'était 75 bornes avec un autre athlète qui visait le titre aussi, et on est rentré dans le dernier kilomètre, et là, alors bon, lui il m'avait fait voilà sa stratégie que j'ai moyennement appréciée, et arrivé à un kilomètre de l'arrivée, le gars il s'est dit ouf, mais attention, parce que Mike au sprint potentiellement ça va être compliqué, parce que il a quand même passé de coureur à pied, lui c'est vraiment un trailer. Donc il me dit mais viens on finit ensemble. J'ai dit mais non mec, c'est un championnat suisse, il faut un vainqueur. On va se battre à la régulière. Et là je me suis fait défoncer. Puis après voilà, il y a eu ça s'est su, et moi aujourd'hui j'en parle parce que je l'assume, et ça s'est su, et il y a des gens qui sont venus vers moi, et puis ou même sur les réseaux sociaux, qui m'ont critiqué par rapport à cet état d'esprit. Mais moi, c'est pas tous les jours que tu peux être champion suisse de trail running ou que tu peux gagner une course comme Verbier. Donc à la fin, tu vas la choper, quoi. Et puis voilà. Donc ça, c'était un peu cette différence. C'est qu'en triathlon, il doit y avoir un vainqueur. Pour moi, tu peux faire égalité au foot, mais pas en sport d'endurance. Et dans le trail, ils étaient un peu plus à dire oui, mais tu vois, si. Et là, je l'ai encore vécu à la Diag. Ils ont fini à 2 à la victoire. Et moi, j'ai fini 12e ex aequo avec un Réunionnais, mais c'était pour la 12e place. On n'avait rien à gagner. On était largués du podium et comme ça. Donc voilà, là il y a un peu une différence. Et moi je dis vraiment cette espèce d'esprit trail aujourd'hui. Et là l'histoire fait avec Ironman qui est en train de bouffer l'UTMB, c'est exactement ça. C'est que les mecs du trail, ils se pensaient un peu supérieurs à toutes les règles business, mais à la fin, c'est nouveau le fric qui va les gagner. Et puis aujourd'hui, tous les mêmes gars, et puis je vais pas les citer parce qu'il y a peut-être une chance qu'ils écoutent ce podcast, mais tous les mêmes mecs qui m'ont dégueulé dessus par rapport à voilà, une victoire sur un championnat suisse au sprint, ces mecs-là, des organisateurs, aujourd'hui, ils ont vendu leur course à UTMB. Donc je dis juste, l'esprit trail, pour moi, à la fin, c'est du pipeau autant commercial que everything is possible, quoi. Voilà. Et puis, voilà, c'est ça. Donc après ça c'est ma truc, et je trouve que c'est normal. C'est normal qu'un sport autant médiatisé et avec autant d'enjeux de fric derrière, parce qu'il faut pas rêver, les mecs comme Salomon et comme ça, ils gagnent très bien leur vie sur le trail running. C'est normal que y ait un esprit de compétition, et c'est normal qu'il y a des athlètes de haut niveau qui s'entraînent. Pour gagner un UTMB, c'est des heures et des heures d'entraînement. Pour moi, c'est un non-sens de finir ex aequo sur l'UTMB, un non-sens. Quand tu vises le top 10 ou le top 5, quoi. Tu l'as dit, il y a du pognon derrière, donc dans tous les cas, c'est des gens qui... C'est leur métier. Effectivement, quand c'est ton métier, c'est gentil de passer la ligne main dans la main avec un pote, mais pas quand t'es pro. Quand t'es pro, ton métier, c'est de gagner. Pour toi et pour tes sponsors. Ouais, et moi, Ludovic Pomeray, que je connais pas personnellement, mais avec qui j'ai partagé 2-3 heures de course à la Diag, quand j'ai vu à l'arrivée, après qu'il avait passé ex aequo, j'étais déçu, parce que pour moi, il était tellement fort. Et j'aimerais bien, j'ai pas eu l'occasion de lui parler depuis, mais un jour, j'aimerais bien qu'on m'explique quand même. Soit il avait peur de perdre, et il s'est dit je préfère, parce qu'il avait fait 3 fois deuxième, donc il s'est dit je préfère gagner que perdre. Mais que tu t'es imposé tout ce qu'il a dû s'imposer pour aller chercher une victoire, c'est manquer de respect pour les bénévoles, pour l'organisateur. C'est voilà. Donc c'est l'esprit trail, pour moi, c'est un peu du vent commercial, au même titre que beaucoup d'autres choses, quoi. Après, je pense que même dans la communauté trail, il y a aussi 2 points de vue très différents. T'as ceux qui sont plus en mode le trail finalement c'est se reconnecter avec la nature, et c'est un truc beaucoup plus convivial, et du coup on n'est pas pour le fait de standardiser ça et d'en faire des courses ultra compétitives. Et en même temps on a vu que le trail c'est aussi une discipline qui s'est structurée
il y a quelques années pour justement être reconnu au niveau sportif tu vois, au niveau et voilà et comme beaucoup de sports, c'est des choses qui tu vois, avec le temps, ça arrive sur le circuit olympique aussi, tu vois, donc c'est des choses, et ça a été beaucoup critiqué aussi, hein, le fait qu'il y ait une fédération qui se crée, etc. Enfin, tu vois, donc c'est des... Ouais, mais quand tu dis que c'est une discipline qui est ultra connectée à la nature, c'est une discipline qui se court dans la nature, mais quand t'es momifié, compressé de haut en bas, t'es pas connecté à la nature. Et que tu jettes tes sachets de bar dans la nature. Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais 80% des mecs qui te tirent des torrées avec les speed trails, ils ont des bâtons en carbone qui fait clac, 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 clac pendant toute leur course. Donc, à un moment donné, c'était joli de se mettre dans une catégorie qui faisait bien vis-à-vis de ses collègues de travail au bureau. Mais la réalité du trail aujourd'hui, c'est que l'histoire le montre, quoi. C'est la même chose qu'Ironman, quoi. Et après, voilà, moi je fais 1 ou 2 courses par année, j'accepte plus ou moins la philosophie du trail running, mais après tu peux aller tous les week-ends, enfin ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils voient bien que moi je m'éclate autant à aller me faire une course contre le coucher de soleil sur ma dent de lisse que d'aller faire découvrir un parcours au fin fond du Valais avec un pote du Val d'Anniviers. Enfin, je pense qu'on a la liberté de choisir. Et ça, c'est une liberté qu'on avait autant en triathlon qu'en trail. Mais par contre, au moment où tu rentres dans les courses, tu rentres dans du commercial. Ouais, c'est un petit peu la même tendance qu'on est en train de voir aujourd'hui justement avec l'ultracyclisme, qui est encore un sport un petit peu freestyle, mais qui commence tout doucement à se structurer. Et voilà, et je pense que d'ici quelques années, clairement, il y aura des fédérations d'ultracyclisme. Alors, est-ce que ça deviendra une discipline olympique? Je vais peut-être pas aller jusque-là parce que ça fait un peu long, mais en tout cas, c'est clair que c'est la direction que ça prend, quoi. Peut-être qu'on te trouvera d'ailleurs dans quelques années sur l'ultracyclisme, Mike, parce que après avoir gagné des courses en open water, après avoir fait 12e sur la Diag, la prochaine étape pour un triathlète, c'est l'ultracyclisme, non? Ouais, alors moi là, je rêve plus d'un combo marche et parapente, mais il y a une fameuse course qui est assez réputée, sponsorisée par Red Bull. C'est plus un truc qui me tente très bien, mais par contre là, je suis pas sûr que j'ai eu le temps dans ma vie de rattraper les manques d'heures de pilotage que je devrais accumuler pour pouvoir faire cette course. Mais c'est plutôt ce genre de choses qui me ferait rêver. Ouais. Attends, ça consiste en quoi, ça marche parapente du coup? Parce que moi, je connais pas. Enfin, je connais pas. J'imagine un peu le délire, mais je connais pas ce monde-là. Alors ça, c'est la plus grosse course au monde de Marcheval. C'est la X-Alp. Elle part d'Autriche et elle vient tourner en face du lac Léman, puis ils repartent en Autriche. Et en gros, ils ont de 5h du mat jusqu'à 10h le soir pour être en mouvement, soit en marchant, soit en volant. Et puis ils ont une assistance qui les suit à terre, et eux, ils doivent tout faire par leurs moyens, par les moyens météo et physiques, quoi. Et c'est vraiment un truc que je suis maintenant depuis 2 ans. Et c'est des athlètes qui sont forts physiquement, qui sont vraiment des machines. Mais après, c'est des pilotes qui sont extraordinaires. Et ils ont vraiment des capacités d'analyse de la météo, parce qu'en parapente, t'es quand même sous une structure qui est pas une structure rigide, donc c'est quand même, voilà, le parapente, c'est quand même un sport. Alors je dirais pas à risque pour pas faire peur, mais c'est quand même un sport où faut pas faire trop de la merde, quand même. Et eux, ils ont c'est l'expérience, quoi. Là, c'est des pilotes, ils ont pratiquement 10 000 vols dans leur vie, avec une accumulation, et ouais, c'est une belle discipline, parce que justement il y a vraiment un aspect stratégique, et elle dure. Alors cette année, ils avaient pas vraiment des bonnes conditions de vol, donc ils ont beaucoup marché, donc c'était un peu plus long, mais ils ont fait 12 ou 13 jours de course. Et puis vraiment, tu vas au sommet d'une montagne, tu te dis, ok, là je monte plus long, c'est plus long, mais après je fais un vol plus long, ou est-ce que je décolle plus tard, mais il y a des thermiques qui me font monter, donc je peux aller plus vite. Enfin, c'est vraiment hyper stratégique, et puis c'est assez cool à regarder, quoi. Ok, donc en gros, ils se lancent, ils font un maximum de distance en parapente, et puis ils se posent là où ils peuvent, ils remballent le parapente, ils remarchent. En général, ils essaient de remonter de nouveau pour repartir, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Et puis après, il y a toutes les stratégies, parce qu'en parapente, tu joues avec les thermiques, donc c'est les courants d'air chaud qui se font avec le soleil.
Et donc, du coup, c'est vraiment des courants qui fonctionnent bien, on va dire de 10 heures du matin à la fin de l'après-midi. Donc après, c'est vraiment les stratégies pour décoller au bon endroit au bon moment, avoir un peu de chance. Et après, là, il y a un jour, il y a un vol, ils ont volé pratiquement 300 km, quoi. Donc c'est clair que 300 km à pied ou 300 km en volant, c'est pas la même moyenne. Attends, quoi. un vol de 300 km? Non, c'est de la folie, c'est complètement fou. Donc vraiment. Mais quand tu marches, tu fais quoi de ton matos dans un sac à dos et tu le trimbales avec toi ou c'est ton assistance? Non, tu dois toujours tout porter sur toi. Tu as le droit à une voile. Enfin non, les règlements, ils sont assez. C'est pour ça que tu marches et que tu cours pas, quoi. Ouais, ils courent pas beaucoup. Mais ça pèse combien une voile de parapente? Alors, celle que eux ils ont pour la compétition, je pense qu'avec tout, ils doivent être à 6-7 kilos. Et puis moi ma voile de montagne avec ma sellette, elle fait 2,5 kg à peu près. Donc c'est vraiment petit dans un sac, donc tu peux vraiment faire la montagne assez efficacement avec, quoi. Bah écoute, bon à savoir et puis à mettre au programme, Olivier, d'aller chercher quelqu'un qui aura fait la X-Alpes, ça peut être sympa d'échanger là-dessus. Et puis au plus, là il y a des Français qui sont très très forts. C'est un Suisse qui la gagne chaque année, mais il parle pas français. Mais par contre dans la team des Français là cette année, parce que le Suisse c'est le gars à battre, et ils étaient très très forts en stratégie. Et puis Hooters, là il y en a qui s'appelle, et puis c'est une machine en sport, c'est au trail il est super fort, quoi. Donc c'est un bon gars à interviewer. Bon, on va aller chercher ça. Mike, merci beaucoup pour toutes ces questions, enfin pour tout ton temps et pour avoir répondu à toutes nos questions. J'ai encore 2 petites questions pour toi. La première, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Forcément, toi, tu as eu une superbe carrière dans le triathlon. Malgré tout, quel est selon toi le meilleur conseil qu'on puisse donner pour devenir triathlète ? La première chose, faut avoir envie. Ça, c'est vraiment le premier point, parce que le triathlon, c'est quand même une discipline qui prend pas mal de temps. Donc on peut très vite être dans des travers de surenchère dans le triathlon. Ça veut dire oublier un peu peut-être sa vie familiale, sa vie professionnelle. Donc vraiment, je pense que c'est quelque chose que le triathlon, c'est un peu une façon de vivre, et il faut intégrer tout ce qui tourne autour de toi. Il faut pas être trop égoïste. Et souvent, quand je commence à coacher des triathlètes qui veulent faire de l'Ironman, c'est une discussion un peu familiale, parce que c'est clair que ça, c'est un objectif, c'est peut-être l'objectif d'une vie pour aller à Hawaï comme ça. Mais donc le conseil, c'est pas juste de dire égoïstement je veux commencer le triathlon puis je tombe dedans comme pas mal de sports qui sont un peu addictifs, et puis que tout d'un coup on oublie ce qui se passe autour. Donc ça c'est la chose importante. Puis après évidemment d'essayer d'être un peu bien encadré, que ce soit dans un club ou avec un coach, quoi. Super. Et puis pour terminer, si on veut continuer à discuter avec toi, si on veut suivre justement tes péripéties maintenant de trailer, parapentiste, peut-être X-Alpien, je ne sais pas comment on dit les participants de la X-Alpes, où est-ce que ça se passe ? Alors moi j'ai pas vraiment quelque chose de très actif, mais sur les réseaux sociaux, Instagram c'est plus ou moins où je suis le plus présent, et puis pour le moment c'est un petit peu comme ça, quoi. Bon, puis au prochain triathlon de Lausanne, on cherche le directeur de course, et puis on devrait te trouver. Ouais, en train d'attacher des banderoles, des bouées, de remplir des ravitaillements. Enfin, vous me trouverez. Écoute, Mike, merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes nos questions. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, et puis peut-être qu'on te croisera un de ces quatre sur un trail ou sur un triathlon en tant qu'organisateur. Avec plaisir. Non, mais comme j'avais dit la dernière fois, tous ceux qui veulent venir faire une balade dans la RPI de chez moi, vous êtes les bienvenus, et j'ai toujours du plaisir à partager mes bouts de chemin. Donc voilà, vous pouvez m'écrire un message. Je vous accueille avec plaisir. Super. Merci Mike, c'était hyper cool. Et puis à bientôt alors. À bientôt, une belle soirée. Merci. Salut les gars, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.